Ce soir, nous allons tenter de répondre à l'une des questions les plus anciennes jamais posées. L'espace a-t-il une fin? Et si c'est le cas, qu'y a-t-il de l'autre côté? Si ce n'est pas le cas, que signifie au juste l'idée que quelque chose puisse durer éternellement? Il ne s'agit pas simplement d'une question de distance ou d'astronomie. C'est une question qui touche à la limite même de ce que la science peut nous dire et de ce qu'elle ne pourra peut-être jamais nous dire. Car plus on approfondit ce sujet, plus on se rend compte que l'univers n'est pas seulement vaste. Sa conception rend la question presque impossible à résoudre, et les raisons sont plus étranges que tout ce que vous avez pu imaginer. D'ici la fin de la soirée, vous comprendrez non seulement ce qu'est l'univers, mais aussi ce que signifie vivre à l'intérieur de quelque chose qui n'a peut-être ni bord, ni limite, ni extérieur du tout. Avant de commencer, si ces sujets vous intéressent autant que nous, n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner. C'est une action simple, mais elle permet à cette chaîne d'atteindre davantage d'esprits curieux comme le vôtre. Commençons maintenant. Tenez-vous dehors, par la nuit la plus noire que vous puissiez trouver, loin de toute ville, et levez les yeux. Vous pouvez voir environ 5000 étoiles à l'œil nu, 5000 points lumineux répartis dans la voûte céleste, et chacun d'eux est proche à l'échelle cosmique. L'étoile la plus éloignée visible à l'œil nu se situe à environ 16 000 années-lumière. Cela paraît énorme, mais la Voie lactée à elle seule mesure 100 000 années-lumière de diamètre. Nous ne regardons guère au-delà de notre propre quartier. Et au-delà de la Voie lactée, il y a la galaxie d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière. Une faible lueur dans une nuit suffisamment sombre. Au-delà, 2000 milliards de galaxies supplémentaires. Certaines sont si lointaines que la lumière qui atteint nos télescopes les a quittées il y a près de 14 milliards d'années, alors que l'univers lui-même était à peine reconnaissable. Le premier réflexe lorsqu'on entend des chiffres comme ceux-ci est de continuer à agrandir, d'imaginer des boîtes plus grandes et davantage de galaxies à l'intérieur. Mais cet instinct vous induit complètement en erreur, car l'univers n'est pas une boîte plus grande. Et la question de savoir où cela finira n'est pas une question de pénurie de galaxies. C'est une question qui porte sur la géométrie de l'espace lui-même. Et cette géométrie est l'une des choses les plus bizarres et contre-intuitives que la physique ait jamais découvertes. L'univers, d'après nos connaissances actuelles, a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années. Tout ce qui existe, toute la matière, toute l'énergie, tout l'espace, tout le temps, a émergé d'un état extraordinairement chaud et dense. C'est ce que appelle le Big Bang. Pas une explosion dans le vide, il n'y avait pas d'espace vide devant lui. L'espace lui-même a été créé lors de cet événement, ou plus précisément, le cadre de l'espace-temps dans lequel tout existe a vu le jour. Ce qui a précédé, si tant est que ce terme ait un sens, est hors de portée de la physique actuelle. Dans les premières fractions de seconde qui ont suivi le Big Bang, l'univers était incroyablement petit et chaud, des températures de dizaines de millions de millions de millions de millions de degrés. Toute la matière qui allait devenir galaxie, étoile, planète et vous-même, comprimée dans un volume plus petit que la plus petite chose que vous puissiez imaginer. Puis elle s'est étendue non pas dans l'espace existant. L'espace lui-même s'est dilaté, chaque point s'éloignant de tous les autres, non pas parce que des choses volaient vers l'extérieur à travers le vide, mais parce que le vide, entre elles, grandissait. Cette distinction est extrêmement importante, et nous y reviendrons. Dans les 3 premières minutes suivant le Big Bang, l'univers s'était suffisamment refroidi pour que les protons et les neutrons s'agglutinent et forment les premiers noyaux atomiques. Hydrogène, hélium, traces de lithium, c'est ça. L'ensemble du tableau périodique des éléments au-delà de ces 3-là devrait attendre des centaines de millions d'années pour que les premières étoiles se forment, brûlent et s'effondrent. Pendant les quelques 380 000 années suivantes, l'univers était trop chaud et trop dense pour que les électrons puissent se stabiliser sur des orbites autour de ces noyaux. C'était un brouillard, un plasma opaque de particules chargées à travers lequel la lumière ne pouvait pas circuler librement. L'univers s'est alors suffisamment refroidi pour que les électrons et les noyaux se combinent. Le brouillard s'est dissipé. La lumière circulait librement pour la première fois, et cette première lumière continue de voyager aujourd'hui. On l'appelle le fond diffus cosmologique, et elle représente le rayonnement le plus ancien que nous puissions détecter. Une lueur dès l'instant où l'univers est devenu transparent.
Nous pouvons le cartographier sur l'ensemble du ciel avec une précision extraordinaire. Et ce qu'elle nous révèle sur l'univers primitif compte parmi les données les plus importantes de toute la science. Le rayonnement de fond cosmique n'est pas qu'une simple curiosité historique. C'est un outil de diagnostic. En étudiant les infimes fluctuations de température de ce rayonnement ancien, les cosmologistes peuvent déterminer l'âge de l'univers, sa composition, son taux d'expansion et, plus pertinent encore pour notre question de ce soir, sa géométrie. L'espace est-il plat, courbé positivement comme la surface d'une sphère, courbé négativement comme une selle? Ce ne sont pas des questions abstraites. La courbure de l'espace détermine si l'univers est fini ou infini, s'il se replie sur lui-même ou s'étend sans fin. La relativité générale, la théorie de la gravitation d'Einstein, décrit comment la masse et l'énergie courbent la structure de l'espace-temps. La courbure globale de l'univers dépend de la quantité de masse et d'énergie qu'il contient par rapport à une densité critique. Si la densité réelle est exactement égale à la densité critique, l'espace est plat. La géométrie euclidienne s'applique aux plus grandes échelles. Les lignes parallèles restent parallèles indéfiniment. Si la densité dépasse la valeur critique, l'espace se courbe positivement et l'univers est fini, bien que potentiellement immense et sans aucune limite. Si la densité tombe en dessous de ce seuil, l'espace se courbe négativement et l'univers devient infini. Les mesures du satellite Planck, qui a produit la carte la plus détaillée jamais réalisée du fond diffus cosmologique, ont révélé que l'univers est plat à environ 0,5% près. Plat ou si proche du plat, que toute courbure est imperceptible pour notre cerveau. Qu'est-ce que cela signifie pour la question de savoir si l'espace a une fin? Cela signifie que l'univers est presque certainement soit infini, soit tellement immense qu'il est inconcevablement vaste, au point que la différence entre infini et énorme n'a aucune importance pratique. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons voir. Voici la distinction essentielle que la plupart des gens ignorent lorsqu'ils abordent ce problème pour la première fois. Il y a deux choses différentes que vous pouvez vouloir dire lorsque vous demandez si l'espace a une fin. Vous voulez peut-être dire « Existe-t-il une limite à l'univers réel ?» Ou bien vous voulez peut-être dire « Y a-t-il une limite à ce que nous pouvons observer ?» Ce sont des questions complètement différentes, avec des réponses complètement différentes. Les univers observables possèdent une limite très nette. Non pas parce que l'espace s'arrête là, mais parce que la lumière a une vitesse finie et que l'univers a un âge fini. Dans le vide, la lumière se propage à environ 299 792 km/s, rapide mais pas instantanée. L'univers a 13,8 milliards d'années. Cela signifie que la distance maximale parcourue par la lumière pour nous parvenir est de 13,8 milliards d'années-lumière. Tout objet situé au-delà de cette distance n'aurait pas pu nous envoyer de signal jusqu'à présent. Le signal n'a pas eu le temps d'arriver. Cette limite, la distance maximale à partir de laquelle la lumière aurait pu nous parvenir, est appelée horizon cosmologique ou horizon des particules. Et elle se situe à environ 46 milliards d'années-lumière et non à 13,8, car l'espace s'est dilaté pendant tout le temps où la lumière a voyagé. La galaxie dont nous voyons la lumière pour la première fois, celle qui a émis cette lumière il y a environ 13,8 milliards d'années, se trouve actuellement à environ 46 milliards d'années-lumière de nous. Un espace s'est creusé entre nous et lui durant le voyage. Nous vivons donc à l'intérieur d'une sphère d'un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Et à l'intérieur de cette sphère, nous pouvons potentiellement observer des choses, environ 2000 milliards de galaxies. Certaines estimations suggèrent même davantage. En dehors de cette sphère, l'espace se poursuit vraisemblablement. Nous ne pouvons tout simplement pas le voir. Non pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que le temps n'a pas été suffisant pour que sa lumière nous parvienne. C'est déjà assez étrange, mais la situation empire considérablement. L'expansion de l'univers ne ralentit pas, ça s'accélère. En 1998, deux équipes de recherche indépendantes étudiant des supernovae lointaines s'attendaient à mesurer comment la gravité ralentissait progressivement leur expansion. Ils ont découvert en revanche le contraire. Les galaxies lointaines ne ralentissaient pas. Ils reculaient de plus en plus vite. L'expansion de l'univers s'accélérait. Ce résultat était tellement choquant que les chercheurs ont consacré beaucoup de temps à vérifier leurs données avant de les publier.
Saul Pelmuth, Brian Schmidt et Adam Rie ont finalement partagé le prix Nobel de physique en 2011 pour cette découverte. L'accélération de l'expansion est attribuée à un phénomène appelé énergie sombre, une énergie inscrite dans l'espace lui-même, qui exerce une pression vers l'extérieur contre la gravité. Nous ignorons fondamentalement ce qu'est l'énergie sombre. Nous savons que cela existe, car nous pouvons mesurer ses effets. Nous savons qu'elle représente environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. Et nous savons que cela signifie quelque chose de profondément inquiétant pour l'avenir de notre univers observable. À mesure que l'expansion s'accélère, les galaxies lointaines s'éloignent de nous de plus en plus vite. À terme, les plus éloignées s'éloigneront plus vite que la lumière ne peut se propager dans l'espace. Non pas parce que quoi que ce soit se déplace dans l'espace plus vite que la lumière. Rien ne le fait. Mais comme l'espace entre nous et eux grandit si rapidement, la lumière émise aujourd'hui vers nous par ces galaxies lointaines ne nous atteindra jamais. L'expansion transportera la destination plus vite que le signal ne peut se propager. Lorsque cela se produit, ces galaxies disparaissent à jamais de notre univers observable. Ils franchissent ce qu'on appelle l'horizon de Hubble, la limite au-delà de laquelle les objets s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Aujourd'hui, l'horizon de Hubble se situe à environ 14 milliards d'années-lumière. Les galaxies situées au-delà de cette distance s'éloignent déjà plus vite que la lumière. Nous pouvons encore les voir, car nous voyons la lumière qu'ils ont émise par le passé, lorsqu'ils étaient plus proches de nous. Mais la lumière qu'ils émettent aujourd'hui ne nous parviendra jamais. Ils sont, en un sens significatif, déjà coupés du monde de façon permanente. Et l'horizon de Hubble n'est pas statique. À mesure que l'accélération se poursuit, elle se déplace et de plus en plus de galaxies deviennent définitivement hors de notre portée. Dans des dizaines de milliards d'années, le seul amas de galaxies visible depuis n'importe quel endroit de l'univers sera le groupe local immédiat. Les astronomes du futur contempleront un ciel vide et n'auront pratiquement aucun moyen de savoir qu'il a un jour existé un cosmos plus vaste. Toutes les preuves auront disparu. Non pas parce que quelque chose a été détruit, mais parce que les lois de la physique ont effacé la vue. Mais tout cela concerne ce que nous pouvons voir, et non ce qui existe. L'univers réel, au-delà des limites observables, se poursuit vraisemblablement. Et c'est là que la question devient véritablement difficile. Cela continue-t-il indéfiniment, ou cela finit-il par prendre fin? Il existe 3 grandes possibilités, et aucune n'est particulièrement confortable. La première possibilité est que l'univers soit véritablement infini, plat, sans limite, s'étendant dans toutes les directions à l'infini. Pas de bord, pas de limite, pas d'extérieur. Si l'univers est infini, alors l'espace n'a de fin nulle part. Vous pourriez voyager dans n'importe quelle direction, pendant n'importe quelle durée, sans jamais atteindre un mur, une clôture, une dernière galaxie, un dernier photon de lumière. Il y aurait tout simplement toujours plus. Plus d'espace, plus de matière, plus de galaxies, plus de tout. L'idée d'un univers infini pose un défi philosophique, car nous n'avons jamais rien observé de véritablement infini. Nos télescopes ne voient pas éternellement. Nos instruments ont leurs limites. Tout ce que nous mesurons est fini. Mais l'infini n'est pas physiquement impossible, simplement parce que nous ne l'avons pas observé. Et les données actuelles sont parfaitement compatibles avec l'idée que l'univers est infini. En fait, un univers plat et infini est sans doute l'interprétation la plus simple de ce que nous mesurons. La seconde possibilité est que l'univers soit fini, mais illimité. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est en réalité le concept le plus simple à comprendre si l'on part d'une analogie familière. La surface d'une sphère est finie. Vous pouvez calculer sa superficie. Elle couvre un espace défini, mais elle n'a ni bord ni limite. Si vous marchez en ligne droite à la surface d'une sphère, vous finirez par revenir à votre point de départ. Vous ne vous heurtez jamais à un mur. La surface se replie sur elle-même. Un univers fini mais illimité fonctionne de manière similaire mais dans 3 dimensions spatiales au lieu de 2 dimensions de surface. Si vous voyagiez en ligne droite sur une distance suffisamment longue, vous finiriez par revenir à votre point de départ. Non pas parce que vous avez fait demi-tour, non pas parce que l'espace s'est terminé, mais parce que la géométrie de l'espace se courbe sur elle-même. L'univers serait comme l'intérieur d'une sphère à 4 dimensions. Un univers clos. Pour que cela soit possible, l'univers devrait avoir une courbure positive.
et les mesures actuelles suggèrent qu'elle est quasiment plate et non pas incurvée positivement. Ainsi, bien que cela soit théoriquement possible, les données ne semblent pas particulièrement la favoriser, à moins que la portion observable que nous pouvons voir ne soit si petite par rapport à l'univers total que nous ne voyons qu'un morceau plat d'un trou incurvé, ce qui, il s'avère, ne peut être exclu. La troisième possibilité fait intervenir la physique la plus exotique de toutes. L'univers pourrait avoir une topologie non triviale. On peut avoir un espace plat, qui, néanmoins, se reconnecte à lui-même, la musique, par le biais d'identifications ou de structures dont nous n'avons pas encore de preuves. Dans ces modèles, vous pourriez voyager en ligne droite et revenir à votre point de départ, même sans courbure positive. Imaginez un jeu vidéo où vous sortez de l'écran par la droite et réapparaissez à gauche. La géométrie de ce monde de jeu n'est pas courbe, la surface est plane, mais la topologie fait qu'il se reconnecte à lui-même. Un univers doté d'une topologie non triviale pourrait fonctionner de la même manière. Vous voyageriez en ligne droite et, après avoir parcouru une distance suffisante, vous vous retrouveriez à votre point de départ. L'univers serait fini mais paraîtrait plat localement. Certains cosmologistes ont scruté le fond diffus cosmologique à la recherche de signatures d'un petit univers présentant une telle topologie. Des motifs qui se répéteraient sous forme de cercles sur la carte des températures correspondant à des régions opposées du ciel. La signature à laquelle on s'attendrait si deux parties opposées du ciel regardaient en réalité dans des directions opposées vers le même mur lointain de l'univers. Jusqu'à présent, aucun signal convaincant n'a été trouvé qui repousse l'échelle topologique, si elle existe, au-delà de l'univers observable, nous laissant à nouveau incapables de la résoudre. La réponse honnête à la question de savoir où s'arrête l'univers est que nous ne le savons pas. Ce que nous connaissons, c'est l'univers observable. Ce qui se trouve au-delà n'est par définition pas quelque chose que nous pouvons mesurer actuellement. Mais il existe un cadre de réflexion qui rend la question encore plus intéressante. L'un des éléments les plus importants du puzzle cosmologique est sans doute une théorie appelée inflation. L'inflation est l'idée selon laquelle, dans la toute première fraction de seconde suivant le Big Bang, l'univers a subi une expansion extraordinairement rapide. Pas la douce expansion de Hubble que nous observons aujourd'hui, quelque chose de beaucoup plus rapide. L'univers a doublé de volume à maintes reprises dans un laps de temps infime. De combien ? Une région de la taille d'un proton s'est étendue à au moins 1 mètre cube, en environ 10 puissance, 32 secondes. Certains modèles permettent une expansion bien plus importante. L'inflation a été proposée pour la première fois au début des années 1980 par Alan Guth, qui tentait d'expliquer plusieurs caractéristiques énigmatiques de l'univers primitif. Le problème de l'horizon. Pourquoi le fond diffus cosmologique est-il si uniforme en température dans des régions du ciel qui n'auraient jamais dû être en contact les unes avec les autres? Si l'univers s'était dilaté à un rythme normal depuis le début, les régions éloignées du ciel n'auraient jamais eu le temps d'échanger de la chaleur et d'atteindre la même température. Et pourtant, elles sont très largement à la même température, ne différant que d'une partie sur 100 000 en musique. Le problème de la planéité. Pourquoi l'univers est-il si précisément proche de la densité critique? La relativité générale nous explique que de petites déviations par rapport à la planéité de l'univers primitif auraient considérablement augmenté au fil du temps. Un infime excès de densité de matière dans l'univers primitif aurait provoqué son effondrement il y a bien longtemps. Un déficit infime aurait suffi à provoquer une expansion si rapide qu'aucune structure n'aurait pu se former. Le fait que l'univers soit encore si proche d'une surface plate des milliards d'années plus tard exige un réglage fin extraordinaire à l'origine. Sauf en cas d'inflation, celle-ci résout élégamment les deux problèmes. Une minuscule région de l'espace, initialement assez petite pour être en équilibre thermique, se dilate pour englober tout ce que nous observons. C'est pourquoi la température du fond diffus cosmologique est si uniforme. Tout cela provenait d'une petite région connectée, qui a eu le temps d'atteindre la même température, avant que l'inflation ne l'étire jusqu'à une taille cosmique. Et l'inflation tend naturellement à aplatir la géométrie. Quelle que soit la courbure initiale, le gonflement l'a étirée. Un peu comme si l'on dessinait un point sur la surface d'un ballon et qu'on le gonflait énormément. Le point ne change pas, mais la courbure de la surface sous-jacente devient pratiquement incommensurable.
Dans toute petite région, tout observateur situé dans cette région perçoit une géométrie locale plane. Les prédictions observationnelles de la inflation correspondent à ce que nous observons. Le schéma des fluctuations de température du fond diffus cosmologique correspond précisément à celui auquel on s'attendrait en cas d'inflation. Les légères variations de densité qui ont amorcé la formation des galaxies sont compatibles avec des fluctuations quantiques étirées à l'échelle cosmique durant l'inflation. L'incertitude quantique opérant à l'échelle subatomique dans les premiers instants a donné naissance aux amas de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. La plupart des cosmologistes acceptent l'inflation, ou une version de celle-ci, comme faisant partie du modèle standard. Mais l'inflation a une conséquence pour le moins vertigineuse. Si l'inflation peut se produire une fois dans une région, elle peut se reproduire dans d'autres régions. Et voici la théorie de l'inflation éternelle. Dans une inflation éternelle, le processus inflationniste ne s'arrête jamais vraiment. Cela se poursuit dans la majeure partie de l'espace. Dans certaines régions, l'inflation prend fin. Le champ d'inflaton se désintègre et un univers chaud et dense comme le nôtre naît. Dans d'autres régions, l'inflation persiste, et dans d'autres cas encore, l'inflation prend fin, mais produit un univers avec des constantes physiques différentes, des lois de la physique différentes, des masses de particules différentes, des valeurs différentes pour les forces fondamentales. Le résultat, dans sa forme la plus complète, est qu'il existe une infinité de régions de la taille de l'univers, chacune étant une bulle où l'inflation a pris fin, chacune potentiellement différente de toutes les autres. Cet ensemble d'univers-bulles est appelé le multivers. Non pas au sens de la science-fiction, pas des dimensions parallèles où différentes versions de vous auraient fait des choix différents, mais de vastes régions de l'espace-temps causalement déconnectées, chacune évoluant séparément et pouvant fonctionner selon une physique entièrement différente. Certains univers à bulles pourraient avoir une valeur différente pour la constante de structure fine, le nombre qui régit la façon dont les particules fortement chargées interagissent entre elles. Même une petite modification de ce nombre rendrait impossible les atomes, les étoiles ou toute forme de chimie. Certains univers bulles peuvent avoir plus ou moins de dimensions spatiales. Les mathématiques de la théorie des cordes, qui est l'un des principaux cadres théoriques qui produisent l'inflation éternelle, admettent des solutions avec n'importe quel nombre de dimensions spatio-temporelles allant de 4 à 10 ou 11. Les univers dotés de dimensions spatiales plus importantes se comporteraient de manière radicalement différente. Certains univers bulles pourraient ne pas connaître de Big Bang au sens traditionnel du terme. Certaines peuvent se développer et s'effondrer si rapidement que rien de stable ne puisse jamais se former. La plupart seraient totalement hostiles à tout ce qui ressemble de près ou de loin à la chimie, sans parler de la vie. Et tous ensemble, si l'inflation éternelle est correcte, formeraient une structure si vaste qu'elle ferait paraître l'univers observable infiniment décimal en comparaison. Voilà ce qui arrive quand on prend la cosmologie au sérieux. Répondre à la question de savoir si l'espace a une fin revient à répondre à la question de savoir s'il n'existe qu'un seul univers. La physique actuelle ne peut ni confirmer ni infirmer l'existence du multivers, car, par définition, les autres univers bulles se situent au-delà de notre horizon et sont causalement déconnectés de nous. Nous n'avons jamais reçu aucun signal de leur part. Aucun signal ne le fera jamais. Au sens physique le plus précis, ils se situent au-delà des limites de notre connaissance. Certains théoriciens prennent le multivers au sérieux comme une prédiction physique. Si l'inflation éternelle est un processus physique réel, affirme-t-il, alors le multivers n'est pas une spéculation. C'est une conséquence. Cela découle des équations aussi directement que l'orbite d'une planète découle des lois de Newton. D'autres théoriciens considèrent le multivers comme un argument contre toute théorie qui le prédit. Non pas parce qu'ils s'opposent aux vastes structures, mais parce qu'une théorie qui produit une infinité d'univers inobservables, dotés de toutes les lois physiques possibles, peut tout expliquer. Une théorie qui explique tout ne prédit rien. Et une théorie qui ne prédit rien n'est pas de la science. Il s'agit là d'un des débats véritablement non résolus à la frontière de la cosmologie, et non d'une question de données. Les données dont nous disposons sont solides quant à ce qui constitue une explication scientifique valable de la frontière entre la physique et la métaphysique. Quant à savoir si la question de savoir si l'espace a une fin
a même une réponse que nous pourrions reconnaître comme telle. Mais même en restant dans notre univers observable, il existe une autre limite qu'il convient de bien comprendre. Non pas une limite à l'espace, mais une limite à ce que nous entendons par là lorsque nous nous interrogeons sur les frontières de l'univers. Quand les gens se demandent où s'arrête l'univers, ils imaginent souvent quelque chose comme un mur, une frontière où l'espace s'arrête et au-delà de cette frontière, il n'y a rien ou quelque chose d'autre, quoi que cela signifie. Mais cette intuition se heurte immédiatement à un problème. S'il existe une frontière à l'univers, quelle est cette frontière? Une frontière avec ce qui se trouve de l'autre côté. Si vous répondez « rien », vous créez un paradoxe. Une frontière entre quelque chose et le néant. Reste un emplacement, un lieu d'où l'on peut se tenir d'un côté et regarder vers l'autre. En physique, cela nécessite une structure spatiale qui est elle-même un espace supplémentaire. Si vous répondez à une question, alors l'univers n'est pas tout ce qui existe. Et nous en revenons à la question de savoir ce qu'est ce quelque chose et où cela s'arrête. La réponse physique honnête est que la question repose sur une hypothèse qui peut tout simplement être fausse. L'hypothèse selon laquelle l'univers est une chose à l'intérieur d'une autre, qu'il possède un extérieur. La relativité générale ne nécessite pas d'extérieur. Elle décrit l'espace-temps comme une variété à 4 dimensions, une structure géométrique qui n'a pas besoin d'être intégrée à quoi que ce soit. Considérons à nouveau la surface d'une sphère. La surface d'une sphère est une variété bidimensionnelle. Elle possède une géométrie définie, une surface définie. Vous pouvez vous déplacer le long de cette piste dans n'importe quelle direction, musique, et définir des distances et des angles entre les points. Mais pour faire tout cela, vous n'avez pas besoin d'un espace tridimensionnel environnant. Un être vivant entièrement à la surface, n'ayant aucune notion de haut ou de bas par rapport à la sphère, pourrait néanmoins mesurer la courbure de son univers en faisant de la géométrie, en dessinant des triangles et en mesurant si la somme des angles était égale à 180 degrés. Si ce n'était pas le cas, si leur somme était supérieure, l'être saurait qu'il vivait sur une surface à courbure positive, sans même avoir à en descendre pour regarder de l'extérieur. De même, l'univers n'a pas besoin d'être contenu dans quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'extérieur. Il peut tout simplement n'y avoir rien d'autre. Une structure géométrique autonome qui englobe tout, chaque point musical, chaque direction, chaque instant. Non, dehors. Non pas parce que l'extérieur est vide ou interdit d'accès, mais parce que le concept d'extérieur ne s'applique pas. Lorsque vous vous demandez ce qui se trouve au-delà des limites de l'univers, vous posez peut-être une question comparable à celle de savoir ce qui se trouve au nord du pôle Nord. Ce n'est pas une question sans réponse, parce que la réponse est difficile à trouver. Une question qui n'a pas de réponse, car la géométrie ne la permet pas. Le pôle Nord est un point sur une sphère. Toutes les directions, à partir de là, sont vers le sud. Il n'y a pas de nord. Non pas parce que le nord est bloqué, mais parce que la géométrie de la sphère ne produit pas de direction appelée nord à partir de cet endroit précis. L'univers pourrait fonctionner de la même manière. Non pas parce que l'univers a la forme d'une sphère, mais parce que le concept d'au-delà des limites peut ne correspondre à rien de ce qui existe. Il existe un problème d'échelle qui traverse toutes ces idées et qu'il convient d'aborder de front. Quand on parle de l'univers observable, du multivers, de la géométrie de l'espace, on parle de choses tellement vastes que toute comparaison que l'on tente d'établir s'effondre. La Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Notre galaxie voisine la plus proche, le grand nuage mélanique, se situe à environ 160 000 années-lumière. La galaxie majeure la plus proche, Andromède, se situe à 2,5 millions d'années-lumière. L'univers observable contient environ 2 billions de galaxies. Ce nombre, 2 billions, est un 2 suivi de 12 zéros. Et le nombre total d'étoiles dans l'univers observable est estimé à environ un suivi de 24 zéros. C'est un septillion. Un nombre si grand que si vous passiez une seconde sur chaque étoile, il vous faudrait 30 fois l'âge actuel de l'univers pour toutes les parcourir. Et l'univers observable ne représente, selon presque tous les critères d'évaluation de ce qui se trouve au-delà, qu'une infime fraction de ce qui existe. Dans les modèles basés sur l'inflation, l'univers total est estimé être au moins 10 puissance 23 fois plus grand que la partie observable.
Cette estimation repose sur l'expansion attendue en période d'inflation et sous-estime très certainement de façon dramatique le chiffre réel. Si l'univers est infini, ces nombres ne correspondent pas à l'intuition humaine. Nous avons évolué pour suivre des schémas sur des distances mesurées en mètres, pour planifier sur des échelles de temps de jours et de saisons. Rien dans notre arsenal cognitif ne nous avait préparé à l'ampleur de ce dans quoi nous sommes réellement plongés. Et pourtant, contre toute attente, nous pouvons raisonner à son sujet. Nous pouvons construire des instruments suffisamment sensibles pour détecter la lumière d'il y a 14 milliards d'années. Nous pouvons déduire la géométrie de l'espace à partir des fluctuations de température d'une partie sur 100 000. Nous pouvons calculer l'âge de l'univers avec une incertitude inférieure à 1%. C'est l'un des aspects les plus étranges de la situation actuelle. L'univers est d'une immensité inconcevable, et d'une manière ou d'une autre, cela a produit des esprits capables de le comprendre, au moins partiellement, au moins mathématiquement, au moins suffisamment pour se pencher sur ces chiffres et se poser des questions raisonnables sur leur signification. Il convient de s'attarder un instant sur le fond diffus cosmologique, car c'est là que se trouvent les données les plus concrètes concernant ces questions. En 1965, alors qu'Arno Penzius et Robert Wilson travaillaient au Bell Labs dans le New Jersey, ils utilisaient une grande antenne Cornet et captaient constamment un sifflement persistant provenant de toutes les directions. Ils n'ont pas pu l'éliminer. Ils ont nettoyé l'antenne, ils ont retiré un nid de pigeons du klaxon ainsi que les débris qui en découlaient. Le bruit persistait. Finalement, ils ont pris contact avec des théoriciens qui leur ont expliqué ce qu'ils entendaient. La rémanence du Big Bang, le rayonnement de fond cosmique micro-ondes. Lumière émise 380 000 ans après le début de l'univers, étirée par l'expansion sur des milliards d'années en micro-ondes, remplissant le ciel uniformément dans toutes les directions. Penzias et Wilson ont reçu le prix Nobel de physique en 1978 pour cette découverte. Le fait qu'ils soient tombés dessus par hasard, en essayant d'éliminer ce qu'ils pensaient être du bruit d'antenne, est l'un des accidents les plus agréables de l'histoire des sciences. Depuis, le satellite Cove au début des années 1990, WAP dans les années 2000 et Planck à partir de 2009 ont cartographié cette lumière ancienne avec une précision croissante. Ce qu'ils ont découvert, c'est un ciel d'une uniformité extraordinaire. La température du fond diffus cosmologique est de 2725 degrés Kelvin, 2725 degrés au-dessus du zéro absolu. Et elle ne varie par rapport à cette température que d'environ une partie sur 100 000 sur l'ensemble du ciel, dans toutes les directions. Cette uniformité nous indique que l'univers primitif était presque parfaitement homogène. Même densité, même température, même loi physique partout. Ces infimes variations, ces ondulations à un niveau de 1 sur 100 000, étaient à l'origine de tout. Les régions légèrement plus denses attiraient davantage de matière par gravité. La gravité a amplifié les fluctuations au fil du temps. Pendant des centaines de millions d'années, ces légères surdensités se sont effondrées pour donner naissance aux premières étoiles, aux premières galaxies, aux premiers amas de galaxies. La toile cosmique de filaments et de vide qui structure tout ce que nous voyons aujourd'hui. Chaque galaxie, chaque étoile, chaque planète, tout ce qui a jamais existé, s'est développé à partir de fluctuations du fond diffus cosmologique inférieures à une partie sur 100 000. Voilà comment fonctionne l'univers. De minuscules différences, amplifiées pendant des milliards d'années par la gravité, ont produit des structures d'une ampleur et d'une variété époustouflantes. Le satellite COBE, lancé en 1989, a effectué les premières mesures détaillées de ces fluctuations de température. Avant COBE, nous savions que le fond diffus cosmologique existait. Nous savions que c'était uniforme, mais nous ne savions pas si les fluctuations étaient réellement présentes, au niveau prédit par la théorie. Lorsque l'équipe de COBE, dirigée par George Smoot et John Matter, annonça ses résultats en 1992, la réaction de la communauté scientifique fut remarquable. Stephen Hawking l'a qualifiée de découverte musicale du siècle, voire de tous les temps. George Smoot a décrit sa première rencontre avec ces données comme une contemplation du visage de l'univers. Il s'agissait de la confirmation observationnelle directe que l'univers primitif possédait la structure nécessaire pour produire tout ce que nous voyons aujourd'hui. Smoot et Matter ont reçu le prix Nobel de physique en 2006 pour ces travaux. Carte W.
La sonde Wilkinson d'anisotropie micro-ondes, lancée en 2001, a produit la première carte complète du ciel à haute résolution de ces fluctuations. Elle a permis de déterminer l'âge de l'univers à environ 13,7 milliards d'années, de confirmer sa géométrie plate et d'établir que la matière ordinaire ne représente qu'une petite fraction du total. La matière noire et l'énergie noire constituant l'écrasante majorité. Planck a par la suite affiné ses proportions à environ 5% de matière ordinaire, 27% de matière noire et 68% d'énergie noire. Et la sonde Planck, lancée en 2009 par l'Agence spatiale européenne, a permis d'affiner encore davantage toutes ces mesures. Planck a mesuré l'âge de l'univers à 13 813 milliards d'années, avec une incertitude inférieure à 1%. Elle a permis de produire une carte de température du fond diffus cosmologique avec une résolution angulaire supérieure à 10 minutes d'arc, suffisamment fine pour distinguer les ondes sonores individuelles qui se propageaient dans l'univers primitif avant que le brouillard ne se dissipe. Ces ondes sonores, appelées oscillations acoustiques de barrière, sont inscrites dans le fond diffus cosmologique et également dans la distribution actuelle des galaxies. Elles servent d'étalons, d'échelle physique fixe, qui nous permet de mesurer les distances à travers l'univers et d'étudier l'histoire de son expansion. Les données provenant du fond diffus cosmologique constituent le fondement sur lequel repose la cosmologie moderne. Sans cela, les questions de savoir si l'univers est fini ou infini, plat ou courbe, vieux ou jeune, resteraient sans réponse. Grâce à elles, nous avons déterminé les paramètres fondamentaux de l'univers avec une précision remarquable. Et ce que ces paramètres nous indiquent de manière constante et fiable, c'est que l'univers dans lequel nous vivons est plat, ancien, composé en grande partie de choses que nous ne comprenons pas pleinement et qu'il s'étend de plus en plus vite. Ce qui nous ramène à la question de savoir si cela prend fin. Il existe un détail concernant le fond diffus cosmologique qui relie la musique directement à cette question. Si l'univers était suffisamment petit et possédait la topologie adéquate, on s'attendrait à observer des motifs répétitifs dans le fond diffus cosmologique. Car en regardant dans des directions opposées, vous observeriez le même emplacement physique sous des angles différents, comme si vous vous trouviez dans une pièce remplie de miroirs et que vous voyiez des reflets de reflets, mais dans la géométrie même de l'espace. Des prédictions précises existent quant à l'apparence de ces modèles. Des paires de cercles identiques ont été trouvés selon le même schéma de température, mais à des positions différentes dans le ciel. L'équipe chargée de la vérification des signatures a recherché ces signatures avec soin. Les techniques statistiques utilisées sont sophistiquées. Musique. Vous recherchez des corrélations à travers tout le ciel en comparant les modèles de température sur des cercles de tous les rayons angulaires possibles. Aucun signal statistiquement significatif n'a été trouvé. Le ciel ne présente pas les motifs répétitifs qu'un petit univers fini doté d'une topologie non triviale produirait. L'absence de ce signal ne prouve pas que l'univers est infini. Cela signifie que si l'univers se replie sur lui-même, ce repli se fait à une échelle supérieure à celle de l'univers observable, plus large que 80 milliards d'années-lumière environ. Si c'était plus petit, on aurait vu la signature. L'univers est au minimum plus vaste que ce que nous pouvons voir par définition. Mais la non-détection de Planck signifie qu'il est également plus grand que le double de la sphère observable, ce qui signifie que l'univers est au minimum infiniment plus grand que ce que nous avons pu observer. La plupart des cosmologistes s'attendent à ce que l'univers réel soit considérablement plus grand que ce minimum. Certains s'attendent à ce qu'elle soit infinie. Les données ne nous permettent pas de savoir lequel. Plus on regarde de près, plus les limites du possible sont repoussées. Imaginons un peu ce que serait réellement un voyage vers l'extérieur, et non à la vitesse de la lumière, au sens physique le plus direct. Si vous pouviez demain monter à bord d'un vaisseau spatial et le pointer vers les limites de l'univers observable, et si vous disposiez d'un temps et d'un carburant illimités, que découvririez-vous en chemin? Pendant les 100 premières années-lumière environ, vous traverseriez le voisinage stellaire local. 100 milliards d'années d'évolution stellaire, visibles dans les différents âges et types d'étoiles qui vous entourent. Pendant les 100 000 premières années-lumière, vous traverseriez la Voie lactée. Vous traverseriez le disque, peut-être par l'un des bras spiraux, vers l'extérieur, en direction de la limite de la distribution stellaire de la galaxie.
Au-delà de cela, pendant les prochains millions d'années-lumière, vous seriez dans le vide entre la Voie lactée et ses galaxies satellites, les nuages mélaniques, de plus petites galaxies naines, musiques, liées gravitationnellement à nous. De ténus flux de gaz les reliant. Au-delà, sur des millions d'années-lumière supplémentaires, on approche d'Andromède, du groupe local, ce petit amas de galaxies liées gravitationnellement dont nous faisons partie. Au-delà du groupe local, sur des dizaines de millions d'années-lumière, on pénètre dans le superamas de la Vierge, la structure plus vaste qui contient le groupe local. Et au-delà, vous pénétreriez dans la toile cosmique. Des filaments de galaxies s'étirant entre des amas massifs séparés par de vastes vides. Au fur et à mesure, le schéma se répétait. Plus de galaxies, plus de filaments, plus de vide. À très grande échelle, l'univers apparaîtrait statistiquement identique. Aucune région ne serait radicalement différente des autres. Aucune partie du ciel ne vous montrerait quelque chose de qualitativement nouveau. Les mêmes types de galaxies, les mêmes structures filamenteuses, les mêmes vides, les mêmes statistiques. Vous pourriez voyager sur des milliards d'années-lumière sans rien rencontrer de fondamentalement différent. Et à un certain moment, vous approcheriez de l'horizon, la surface d'où nous avons reçu la lumière pour la première fois, le fond diffus cosmologique. Non pas une surface physique, ni un mur d'aucune sorte, juste la limite au-delà de laquelle la matière restait opaque, encore du brouillard. Et si vous franchissiez cette limite, en principe, vous constateriez que l'univers se poursuit. Dans les régions plus anciennes, les états antérieurs, la répartition de la matière devenant plus homogène et uniforme à mesure que l'on remonte dans le temps, jusqu'à atteindre les conditions des premiers instants, les instants précédant l'inflation, l'instant précédant le temps lui-même. Si tant est que cette expression ait un sens. L'univers continuerait tout simplement, pour autant que nous puissions en juger jusqu'à son origine. Et au-delà du début, la physique s'arrête. La toile cosmique elle-même mérite notre attention, car elle révèle quelque chose d'important sur la façon dont l'espace est rempli à très grande échelle. L'univers n'est pas une distribution uniforme de la matière. Il possède une architecture. La matière est organisée en un réseau tridimensionnel complexe, de vastes nappes et filaments de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière entourent d'immenses régions vides appelées vides cosmiques. Les filaments se croisent aux nœuds où se situent les amas de galaxies les plus denses. Les simulations informatiques montrent que l'ensemble de la structure ressemble à une éponge cosmique ou à la structure interne d'un os, ou comme des brins et des feuilles de mousse imbriqués avec des espaces creux entre eux. Les vides sont véritablement immenses. Le vide de Buer mesure environ 330 millions d'années-lumière de diamètre et ne contient quasiment aucune galaxie. Ce n'est pas vide au sens littéral. Il y a encore de la matière noire, des rayonnements et des photons du fond diffus cosmologique qui nous traversent. Mais en termes de matière lumineuse, les étoiles et les galaxies que nous considérons habituellement comme remplissant l'espace sont en réalité un trou. Le grand mur de Sloan, identifié en 2003 à l'aide des données du Sloan Digital Sky Survey, est une nappe de galaxies s'étendant sur environ 1,37 milliard d'années-lumière. Au moment de sa découverte, c'était la plus grande structure connue de l'univers. La grande muraille d'Hercule de la couronne boréale, identifiée en 2013, pourrait s'étendre jusqu'à 10 milliards d'années-lumière. Si cela se confirme, il s'agirait de la plus grande structure connue dans l'univers observable. Ces très grandes structures représentent un défi intéressant. Le modèle standard de la cosmologie, appelé Lambda Cold Dark Matter, prédit qu'à des échelles supérieures à environ 1 milliard d'années-lumière, l'univers devrait apparaître lisse et uniforme, homogène, identique dans toutes les directions et en tout lieu. C'est ce qu'on appelle le principe cosmologique. Si ce principe se vérifie, alors les plus grandes structures que nous observons se situent près de la limite de ce qui devrait exister. Des structures plus grandes que quelques milliards d'années-lumière seraient en tension avec elles. La question de savoir si le grand mur d'Hercule de la couronne boréale remet réellement en cause le principe cosmologique fait encore l'objet de débats animés. Mais le simple fait que nous posions la question en dit long sur la place qu'occupe la cosmologie actuellement. Nous disposons d'un modèle exceptionnellement performant, bâti sur des décennies d'observation et perfectionné grâce à des instruments extraordinaires. Et nous en testons les limites,
trouver les endroits où il pourrait être nécessaire de le réviser, où de nouvelles physiques pourraient se cacher. Ce n'est pas un échec du modèle. Voilà la science qui fonctionne exactement comme elle le devrait. L'un des aspects les plus contre-intuitifs de l'univers à très grande échelle est que les structures ne se perpétuent pas indéfiniment de la même manière. Il semble exister une échelle maximale, au-delà de laquelle il n'y a plus de structure. Pas de filament qui ne cesse de grossir sans limite. La toile cosmique possède une échelle caractéristique définie par la même barrière et les mêmes oscillations acoustiques que nous avons mentionnées précédemment. Ces ondes de pression dans l'univers primitif ont créé une échelle privilégiée dans la distribution de la matière, à une échelle d'environ 500 millions d'années-lumière. Les amas de galaxies sont légèrement plus susceptibles d'être trouvés à des multiples de cette séparation qu'à d'autres séparations. Cela nous indique que les plus grandes structures sont une conséquence des conditions initiales et de la physique de l'univers primitif, et non une fractale arbitraire qui se poursuit indéfiniment. L'univers a une texture, mais pas une texture infinie. Il existe une échelle au-delà de laquelle la relation devient statistiquement lisse, et c'est important pour répondre à la question de savoir si cela a une fin, car cela signifie que même si l'espace est infini, la matière ne s'organise pas en structures de plus en plus complexes sans limite. L'univers à très grande échelle, l'univers à des échelles de dizaines ou de centaines de milliards d'années-lumière, ressemblerait à une mer uniforme d'amas et de filaments de galaxies. Statistiquement, c'est pareil partout. Pas de centre spécialisé, aucun avantage particulier, aucune direction, qui semble fondamentalement différente des autres. Si l'univers est infini, il l'est de la manière la plus simple qui soit. Toujours la même chose, partout, sans fin. Au-delà de la toile cosmique et des limites de l'univers observable, se pose la question de savoir quelle physique régit réellement la structure la plus profonde de l'espace. Car même au sein de l'univers observable, l'espace ne se comporte pas de la même manière à toutes les échelles. À l'échelle des galaxies et des amas, la relativité générale constitue le cadre théorique dominant. Courbe spatio-temporelle en réponse à la masse et à l'énergie. Les objets suivent les géodésiques, les chemins les plus courts à travers l'espace-temps courbe. La gravité n'est pas une force au sens newtonien du terme, mais une conséquence de la géométrie à l'échelle atomique et subatomique. Le cadre pertinent est la mécanique quantique. Et ici, l'espace a un caractère différent. L'espace n'est pas qu'un simple décor passif. Elle perçoit les fluctuations quantiques. Des paires de particules virtuelles apparaissent et disparaissent constamment, existant pendant des instants imperceptibles avant de s'annihiler mutuellement. Ce n'est pas une métaphore. Cela a des conséquences mesurables. L'effet Casimir, prédit pour la première fois en 1948 par Rick Casimir, provient du vide quantique. Deux plaques métalliques non chargées, placées très près l'une de l'autre, dans une expérience sous vide. Une minuscule force d'attraction musicale qui ne provient d'aucun champ électrique ou magnétique conventionnel, résultant de la suppression de certaines fluctuations du vide dans l'espace entre eux. Les plaques sombragent mutuellement à certaines longueurs d'onde des fluctuations du vide, réduisant ainsi la densité d'énergie entre elles par rapport à la densité d'énergie extérieure. Il en résulte une force infime, mais mesurable. Cela a été confirmé expérimentalement à de nombreuses reprises. Le vide quantique a des effets physiques réels et mesurables. Et cela soulève un problème de fond. La théorie quantique des champs prédit que l'énergie du vide devrait être énorme, la somme de toutes les énergies du point zéro de tous les champs quantiques remplissant tout l'espace. Selon certaines estimations, la densité d'énergie du vide prédite dépasse la valeur observée de l'énergie sombre d'un facteur d'environ 10 puissance 120. 1 suivi de 120 zéros. On parle parfois de la pire prédiction de toute la physique, non pas parce que la théorie est tout simplement fausse, mais parce qu'elle suggère une annulation d'une précision extraordinaire entre différentes contributions à l'énergie du vide, et nous n'en avons aucune idée. Nous savons qu'il y a de l'énergie dans le vide. Nous savons que cela provoque une accélération de l'expansion de l'univers, mais l'écart entre la prédiction théorique naïve et la valeur observée est si extrême qu'il nous indique qu'il y a quelque chose de fondamental concernant le vide spatial que nous ne comprenons pas encore. Il manque quelque chose de profondément important à notre tableau. Et ce manque de compréhension de la musique nous ramène à la version la plus profonde de la question initiale. Car en gravité quantique, les théories qui tentent d'unir la relativité générale à la mécanique quantique,
L'espace lui-même n'est peut-être pas fondamental. Cela peut émerger de quelque chose de plus fondamental. La théorie des cordes suggère que les particules et les forces sont les excitations de minuscules cordes unidimensionnelles vibrant dans un espace qui peut avoir 10 ou 11 dimensions. Les dimensions supplémentaires au-delà des 3 que nous percevons seraient repliées sur elles-mêmes à des échelles trop petites pour être détectées. La gravité quantique à boucle suggère que l'espace lui-même est discret aux plus petites échelles. Non pas une variété lisse continue, mais un réseau de nœuds quantiques reliés par des liens dont les aires et les volumes sont exprimés en unités discrètes. Le volume n'est pas divisible à l'infini, l'espace est granulaire. Dans ces deux cadres, ce que nous percevons comme un espace continu et lisse, l'espace dont on se demande s'il a une fin, est une approximation. Un comportement moyen à grande échelle d'un phénomène plus fondamental qui opère la musique à des échelles bien inférieures à tout ce que nous pouvons actuellement sonder. La longueur de la planche d'environ 1,66, 10 d'eau, de 35 mètres, est l'échelle à laquelle les physiciens s'attendent à ce que l'espace-temps perde son caractère lisse et continu pour devenir granulaire et se dissoute en événements quantiques discrets, sans structure géométrique nette entre eux à cette échelle. Demander si l'espace se trouve à telle distance de ce point n'est peut-être pas une question bien définie. La notion de localisation pourrait s'effondrer. Si l'espace n'est pas fondamental, alors se demander où il s'arrête revient à se demander où s'arrête la température d'un gaz. La température est une propriété réelle du gaz. Mais la température n'est pas un ingrédient fondamental. Elle résulte du comportement collectif d'un très grand nombre de molécules. Si l'on zoome sur une seule molécule, la température n'a plus d'importance. Ce n'est pas la température qui s'arrête, c'est le concept qui devient caduc en dessous de l'échelle à laquelle il est valable. L'espace pourrait être le même. Un concept valable à l'échelle quotidienne, à l'échelle stellaire, à l'échelle galactique, mais pas à l'échelle de la planche. Non pas fondamental, émergent, construit à partir de quelque chose de plus profond que nous n'avons pas encore de nom. La théorie de la gravité quantique reste incomplète. Certains des esprits les plus brillants de la physique y travaillent depuis des décennies. Il existe des cadres partiels, des structures mathématiques prometteuses, des intuitions profondes. Mais il n'existe pas encore de théorie complète permettant de formuler des prédictions définitives et vérifiables sur la nature de l'espace aux plus petites échelles, ce qui signifie que la version la plus profonde de la question de savoir si l'espace a des fins ne peut être résolue au niveau de la physique fondamentale. Pas encore. Probablement pas avant longtemps. Il existe une version de cette question qui nous accompagne depuis bien plus longtemps que la cosmologie moderne. Les philosophes s'interrogent sur les limites de l'univers depuis des milliers d'années. Au vieux siècle avant notre ère, un philosophe nommé Archytas de Tarentum en a proposé une version qui reste valable aujourd'hui. « Tiens-toi au bord de l'univers, dit-il, et tends le bras. » Dans quoi votre bras s'étend-il? Si votre bras s'étend dans l'espace, alors il y a plus d'espace et vous n'êtes pas au bord. Si votre bras ne peut pas s'étendre, c'est que quelque chose l'en empêche. Et cela fait aussi partie de l'univers. Tu ne peux pas rester au bord du précipice. Cet argument a été utilisé pendant des siècles pour affirmer que l'univers devait être infini. Cela ne prouve pas que l'univers est infini, mais cela montre bien que le concept de limite spatiale crée des paradoxes immédiats. Aristote n'était pas d'accord avec cette conclusion. Il croyait que l'univers était fini et que l'espace lui-même ne se prolongeait pas au-delà de la sphère la plus extérieure du cosmos. Sa réponse à Aritus consistait essentiellement à nier la prémisse. Pour Aristote, l'espace n'était pas un contenant dans lequel la matière était logée. L'espace était relationnel, les distances et les volumes définis par la matière et ses relations. Sans matière, il n'y a pas d'espace. Une vision qui s'avère plus proche de la relativité générale d'Einstein que de l'espace absolu de Newton. Au XVIe siècle, Giordano Bruno défendait avec passion l'idée d'un univers infini, sans centre ni limite. Il soutenait que les étoiles étaient des fils lointains, chacun potentiellement doté de son propre monde, au sein d'un univers infini. Selon lui, c'était la seule idée digne d'un créateur infini. Nous n'utiliserons pas ce cadre de référence ce soir. Mais ce que Bruno décrivait, un univers sans limite composé d'innombrables soleils, était plus proche de ce que nous observons réellement que l'image défendue par ses contemporains. Il fut brûlé vif en 1600
non pas spécifiquement pour ses opinions cosmologiques, mais celle-ci faisait partie des accusations portées contre lui. Le progrès scientifique a parfois un prix douloureux. La mécanique newtonienne impliquait un univers statique infini. Mais Newton s'inquiétait des conséquences. Dans un univers infini où la matière est répartie partout, chaque point subirait des attractions gravitationnelles venant de toutes les directions. Le moindre déséquilibre provoquerait un effondrement. Newton ne pouvait pas se convaincre entièrement qu'un tel univers serait stable. Il avait raison de s'inquiéter. Un univers statique infini où la matière est répartie est gravitationnellement instable. C'est Einstein qui a finalement donné au problème un cadre permettant de poser ces questions avec une précision mathématique. Il a d'abord tenté de produire un univers statique en introduisant dans ses équations un terme appelé constante cosmologique, un terme répulsif pour compenser l'attraction gravitationnelle. Il qualifia plus tard cela de sa plus grande erreur, lorsque les observations de Hubble démontrèrent clairement que l'univers n'était pas statique, mais en expansion. La constante cosmologique a finalement été ressuscitée sous une forme différente pour expliquer l'expansion accélérée que nous observons aujourd'hui. En termes mathématiques, l'énergie sombre agit comme une constante cosmologique. L'erreur d'Einstein s'est avérée juste, mais pour des raisons différentes de celles qu'il imaginait. Et c'est la découverte par Hubble dans les années 1920 que les galaxies s'éloignaient de nous et que l'univers était en expansion qui a transformé la question philosophique en une question empirique, une question à laquelle nous pourrions effectivement répondre en explorant le ciel grâce à des instruments et des données, allant d'Arrhenius à Einstein jusqu'à Planck. La question reste la même. Les outils ont tout changé. Il y a encore une chose qu'il convient d'explorer avant de conclure. La question de savoir si l'espace a une fin ne concerne pas seulement la frontière extérieure de l'univers. Il s'agit aussi de la structure interne de l'espace. Que l'espace soit lisse ou granulaire, qu'il puisse être divisé à l'infiniment près ou qu'il possède une unité minimale. Nous avons déjà abordé la question de la longueur de la planche, mais une question connexe se pose dans l'étude des singularités. Les singularités sont des points où les équations de la relativité générale ne sont plus valides, où la densité devient infinie et où notre description mathématique échoue. La singularité la plus célèbre se situe au centre d'un trou noir. Lorsqu'une étoile massive s'effondre à la fin de sa vie, si elle est suffisamment massive, rien ne peut empêcher cet effondrement. Le noyau implose. La gravité l'emporte sur toutes les autres forces. La matière se comprime sans limite. La relativité générale prédit une singularité, un point de densité infinie. Le début de l'univers, le Big Bang lui-même, est également décrit par la relativité générale comme une singularité, un état de densité infinie d'où ont émergé l'espace et le temps. Les physiciens pensent généralement que les singularités de la relativité générale ne sont pas physiquement réelles. Ils signalent que la théorie a dépassé son domaine de validité. Aux densités extrêmes, proches d'une singularité, les effets de la gravité quantique deviennent importants. Et une théorie complète de la gravité quantique remplacerait vraisemblablement la densité infinie par quelque chose de fini, quelque chose de physiquement sensé. On ignore à quoi ressemblera ce remplacement. Certaines approches de la cosmologie quantique, comme la proposition sans frontières développée par Stephen Hawking et James Hartle, suggèrent que le temps lui-même devient indiscernable de l'espace à proximité du Big Bang. Dans ce contexte, se demander ce qui existait avant le Big Bang revient à se demander ce qui se trouve au sud du pôle sud. Cette question n'a pas de réponse, non pas parce que quelque chose est caché, mais parce que la géométrie ne permet pas de répondre à la question. Le temps a une limite dans une direction il y a 13,8 milliards d'années, où la géométrie devient telle que le concept d'avant perd son sens et l'espace peut connaître une situation analogue dans les directions spatiales. Non pas un mur, non pas une limite, mais un point où la géométrie change de nature de façon si fondamentale que la question de ce qui se trouve au-delà ne peut être formulée. Ces idées sont spéculatives. Elles représentent la frontière, mais elles indiquent quelque chose d'important. La question de savoir si l'espace a des fins ne peut pas être résolue par la simple détermination d'une frontière. On peut résoudre ce problème en comprenant pourquoi les limites ne constituent pas un concept pertinent. Parlons un instant de la matière noire, car elle joue un rôle dans la structure de l'univers
qui est lié à tout ce dont nous avons parlé. La matière noire est la matière que nous ne pouvons pas voir. Il n'émet pas de lumière. Il n'absorbe pas la lumière. Elle n'interagit avec la matière ordinaire que par le biais de la gravité. Et pourtant, elle représente environ 27% du contenu énergétique total de l'univers, plus de 5 fois la quantité de matière ordinaire. Nous savons que la matière noire existe car nous pouvons mesurer ses effets gravitationnels. Les galaxies tournent d'une manière qui ne peut s'expliquer que par la présence d'une masse bien plus importante que celle que nous pouvons observer. Les amas de galaxies courbent la lumière bien plus que leur masse visible ne le laisserait présager, grâce à un processus appelé lentille gravitationnelle, la formation des structures à grande échelle dans l'univers. Le réseau cosmique de filaments et de vide ne correspond aux observations que si la matière noire est incluse dans les modèles. Sans matière noire, les galaxies ne se seraient pas formées aussi rapidement. L'univers serait fondamentalement différent. La nature exacte de la matière noire reste l'une des plus grandes questions ouvertes en physique. Les candidats les plus populaires sont les particules massives à interaction faible, des particules hypothétiques qui interagissent via la gravité et l'interaction nucléaire faible, mais pas via l'électromagnétisme ni l'interaction forte. Malgré des décennies de recherche, aucune particule de ce type n'a été détectée directement. Parmi les autres candidats figurent les axiens, des particules hypothétiques très légères initialement proposées pour résoudre un problème en physique des particules, et les trous noirs primordiaux. Des trous noirs qui auraient pu se former dans l'univers primitif avant même l'existence des étoiles. Aucun de ces candidats n'a été définitivement confirmé. La matière noire n'est pas une solution de repli confortable. Il s'agit d'une véritable lacune dans notre compréhension. Et comme la matière noire représente plus d'un quart de tout ce qui existe dans l'univers, cet écart est significatif. La matière noire est répartie dans tout l'univers. Chaque galaxie se situe à l'intérieur d'un halo de matière noire, une distribution plus ou moins sphérique de matière noire s'étendant bien au-delà de la galaxie visible. Les halos de matière noire des grandes galaxies s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière au-delà du bord visible du disque. Et la toile cosmique de filaments et de vide repose à sa base sur la distribution de la matière noire. La matière ordinaire tombe dans les puits de potentiel gravitationnel creusés par la matière noire. L'univers visible est une décoration lumineuse sur un squelette de matière noire. Comprendre ce qu'est la matière noire changerait notre compréhension de la structure de l'univers. Cela pourrait changer notre compréhension même de l'espace. Si la matière noire s'avère être quelque chose de plus exotique qu'une nouvelle particule, cela pourrait indiquer l'existence d'une nouvelle physique modifiant la gravité à grande échelle ou d'une théorie plus profonde, dans laquelle la matière ordinaire et la matière noire seraient différentes facettes d'une même structure sous-jacente. Nous ne savons pas. La vérité, c'est que nous ne savons toujours pas. L'un des aspects philosophiquement les plus intéressants de la question, de savoir si l'espace a une fin, est ce que signifierait la réponse si nous pouvions la trouver. Supposons hypothétiquement que nous découvrions demain que l'univers est infini, un infini véritable, et non pas simplement très vaste. En réalité, véritablement, mathématiquement infini. Quelles en sont les conséquences? Dans un univers infini, si la matière est répartie uniformément à grande échelle, comme le suggèrent les observations, alors chaque configuration de matière qui peut exister existe quelque part. Étant donné un espace infini avec une densité de matière finie et la mécanique quantique n'autorisant qu'un nombre fini d'états discernables dans tout volume fini. Toute configuration de matière que vous pouvez spécifier doit se répéter une infinité de fois dans un univers infini, y compris la configuration de matière qui vous constitue. Je suis en train de lire ceci. Une infinité de copies. Certains identiques, d'autres ne différant que par un atome, d'autres encore différents de manière si importante que leur version de ce moment se déroule de façon totalement différente. Le cosmologiste Max Tegmark appelle cela le multivers de l'œil de niveau. Ce n'est pas un univers séparé. C'est tout simplement la conséquence d'un espace infini avec une densité de matière finie. Les copies ne peuvent pas communiquer entre elles. Les distances qui les séparent sont incroyablement grandes. Mais ils existent. Si l'univers est infini, imaginons maintenant ce que cela signifierait si nous découvrions que l'univers est fini. Un univers fermé à courbure positive. Un volume total défini,
un nombre fini de galaxies, un nombre fini d'étoiles, un nombre fini d'atomes. Cela signifierait qu'il existe un fait établi concernant le contenu total de l'univers, une liste finie en principe de tout ce qui existe. Pas de répétition infinie, pas de copie. Chaque configuration de matière existante existe exactement autant de fois que la physique de cet univers particulier l'a produite. Peut-être une fois, peut-être pas du tout. L'univers serait en un sens plus modeste, plus circonscrit, plus spécifique. L'une ou l'autre de ces réponses modifierait notre conception de ce que signifie exister, ce que signifie être particulier, ce que signifie être ici dans cette configuration spécifique plutôt que dans une autre. Ce ne sont pas de vaines réflexions philosophiques. Ce sont les conséquences de prendre la physique au sérieux. Prendre la question suffisamment au sérieux pour la suivre jusqu'au bout, ce qui est l'une des choses que la science fait et que rien d'autre ne parvient tout à fait à faire. Elle continue de répondre à la question sous-jacente à la question jusqu'à vous amener là où vous ne vous attendiez pas. La lumière provenant des objets les plus lointains que nous pouvons voir est déjà une sorte de fantôme. Et pourtant, cette conclusion est solide. La physique qui décrit ce que nous pouvons voir est la même physique qui devrait décrire ce que nous ne pouvons pas voir. Les lois ne changent pas à l'horizon. L'expansion ne s'arrête pas à l'horizon. Le problème ne disparaît pas à l'horizon. Cela continue au-delà de notre capacité à le confirmer, mais c'est tout à fait cohérent avec une poursuite de l'activité. C'est sur cette base que les cosmologistes parlent avec assurance d'un univers infiniment plus vaste que celui que nous avons observé. Il ne s'agit pas de spéculation, mais d'extrapolation à partir des connaissances physiques actuelles. Et les lois de la physique, testées avec une précision extraordinaire, affirment que l'espace continue d'exister. Nous avons passé toute la nuit à préparer une sorte de réponse, et la réponse est honnête, même si elle n'est pas entièrement satisfaisante. L'univers observable s'arrête à environ 46 milliards d'années-lumière. Cette frontière est réelle, c'est la limite fixée par l'âge de l'univers et la vitesse de la lumière. L'univers réel se poursuit très certainement au-delà de cela. D'après nos meilleures mesures, il est soit extrêmement grand et plat, soit véritablement infini. Il n'y a pas de frontière observée, pas de mur détecté, pas de physique connue qui exige de l'espace pour s'arrêter quelque part. Si l'espace a une fin, nous l'ignorons. Et si l'espace se termine comme la matière se termine, par une limite nette, au-delà de laquelle il n'y a rien qui semble incompatible avec la relativité générale, qui ne permet pas de telles structures. Sans distribution spécifique de matière et d'énergie, nous n'avons aucune preuve. Au plus profond de nous-mêmes, l'espace n'est peut-être même pas ce que nous imaginons lorsqu'on se représente un mur. Si l'espace est émergent, s'il surgit de quelque chose de plus fondamental à l'échelle de la planche, alors la question de savoir si l'espace a des fins peut se dissoudre dans une question plus profonde concernant la structure sous-jacente qui produit l'espace. Une question à laquelle nous ne pouvons pas encore répondre, car nous n'avons pas la théorie. Ce que nous savons, c'est ceci. L'univers est infiniment plus vaste que ce que nous pouvons voir. Il peut être infini. Il semble que ce soit la même chose partout où l'on regarde. Tout a commencé par un état que la relativité générale appelle une singularité et que la gravité quantique finira par expliquer différemment. Et depuis ses débuts, cette expansion n'a cessé de s'accélérer, rapprochant toujours plus l'horizon visible en termes de fraction du tout à laquelle nous pouvons accéder. Nous ne sommes pas au centre de l'univers. Il n'y a pas de centre. Nous ne sommes pas situés dans un endroit particulier. Nous ne sommes qu'un point de vue parmi des milliards de points de vue possibles. Tous ces univers observeraient un univers de taille et de contenu similaires. Nous sommes du point de vue de l'univers. Si l'univers a une perspective banale, et de notre point de vue, l'univers est tout. Ce qui me frappe le plus dans cette question, quand je la médite suffisamment longtemps, c'est que l'incertitude elle-même est remarquable. Nous avons cartographié le fond diffus cosmologique à une partie sur 100 000. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles provenant de la fusion de trous noirs, situés à des milliards d'années-lumière. Nous avons photographié l'ombre d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie lointaine. Nous avons répertorié les positions de millions de galaxies et nous les avons utilisées pour retracer l'histoire de l'expansion de l'univers. Et après tout cela, la réponse à la question de savoir si l'espace a une fin est « nous ne le savons pas ». Non pas parce que nous n'avons pas assez cherché,
mais parce que l'univers est peut-être infini et qu'on ne peut pas observer l'infini. On peut seulement se demander si l'infini est compatible avec la musique, avec ce que l'on observe. Et c'est tout à fait le cas. L'univers se comporte exactement comme on s'y attendrait pour un espace infini ou quasi infini, avec un horizon visible déterminé par son âge et son histoire d'expansion, une structure statistiquement uniforme aux plus grandes échelles, et une expansion qui ne montre aucun signe de rencontrer une quelconque limite. L'univers ne nous cache pas ses limites. Pour autant que nous puissions en juger, il n'y a pas de bord à cacher. Il y a un nombre qui revient sans cesse en cosmologie, et il vaut la peine de l'aborder de front. 10 puissance 122. C'est le rapport que certains physiciens calculent entre la densité d'énergie du vide prédite par la théorie quantique des champs et la densité d'énergie du vide. Nous observons en réalité un 1 suivi de 122 zéros. Il ne s'agit pas d'une erreur d'arrondi. Ce n'est pas un signe que la théorie est presque juste. C'est le signe qu'il y a un problème fondamental dans notre compréhension de l'interaction entre la mécanique quantique et la gravité. Et c'est important pour la question de l'espace, car l'énergie du vide, l'énergie sombre, est ce qui provoque l'expansion de l'espace. Si l'énergie du vide était 122 ordres de grandeur plus grande qu'elle ne l'est, l'univers se serait dilaté si violemment à ses premiers instants qu'aucune structure n'aurait pu se former, ni galaxie, ni étoile, ni atome. L'espace se dilaterait si rapidement que les distances entre les particules subatomiques augmenteraient plus vite que les forces entre elles ne pourraient maintenir un contact quelconque. La chimie serait impossible. L'univers serait un gaz en expansion éternelle de particules élémentaires se diluant rapidement dans le néant. Si l'énergie sombre était ne serait-ce qu'un peu plus importante qu'elle ne l'est, les structures liées gravitationnellement seraient déchirées avant même de pouvoir se former. Si elle avait été légèrement plus petite ou négative, l'univers aurait pu s'effondrer sur lui-même bien avant que les étoiles n'aient eu le temps de se former, de vivre leur vie et de disperser leurs éléments lourds. La valeur de l'énergie sombre que nous observons, incroyablement faible par rapport à la prédiction théorique mais non nulle, se situe dans une gamme où les galaxies peuvent se former, les étoiles peuvent brûler, les planètes peuvent exister. Certains physiciens considèrent cela comme une preuve du principe anthropique. Dans un multivers où l'énergie sombre possède de nombreuses valeurs différentes à travers divers univers bulles, nous nous trouvons dans une bulle où cette valeur permet notre existence. Car c'est le seul type de bulle dans lequel nous pourrions nous trouver. Ce n'est que dans des univers aux valeurs d'énergie sombre compatibles que les observateurs pourraient évoluer au point de se poser la question. D'autres trouvent cela profondément insatisfaisant. L'argument anthropique donne l'impression d'abandonner. C'est comme dire que la raison pour laquelle l'univers est tel qu'il est que nous sommes là pour le remarquer, ce qui est un raisonnement circulaire. La plupart des physiciens espèrent une explication plus approfondie, une raison fondamentale expliquant la valeur que prend l'énergie du vide, une symétrie, un principe ou un mécanisme qui la fixe à une petite valeur plutôt qu'à la valeur énorme que prédit naïvement la théorie quantique des champs. Personne n'a encore trouvé cette explication. Le problème de la constante cosmologique demeure l'une des questions non résolues les plus profondes de toute la physique théorique et se situe à l'intersection des deux plus grandes théories dont nous disposons, la relativité générale et la mécanique quantique. Ces deux théories, une fois combinées, donnent lieu à des prédictions qui ne peuvent pas toutes être exactes. Cette incohérence nous indique qu'il nous manque quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait, lorsque nous le découvrirons, changer notre compréhension de ce qu'est l'espace. Prenons le temps d'étudier les trous noirs, car ils sont pertinents pour la question d'une manière qui n'est pas immédiatement évidente. Un trou noir est une région de l'espace-temps, où la courbure devient si extrême que même la lumière ne peut s'en échapper. La limite qui entoure cette région est appelée « horizon des événements ». Franchir l'horizon des événements, c'est irréversible. Non pas à cause de forces qui vous attirent, mais parce que tous les chemins futurs dans l'espace-temps menaient vers l'intérieur. Il n'existe aucune direction dans l'espace ou le temps qui permette de revenir à l'extérieur. La géométrie elle-même se referme. Les trous noirs se forment lorsque des étoiles massives épuisent leur combustible nucléaire et que leurs noyaux s'effondrent. Si la masse est suffisamment importante, rien ne peut empêcher l'effondrement. Pas la pression des gaz chauds, pas la pression de dégénérescence électronique,
et non la pression de dégénérescence des neutrons. L'effondrement se poursuit jusqu'à ce que la relativité générale prédise une singularité, un point de densité infini. Mais les trous noirs se forment également au centre des galaxies. Des trous noirs supermassifs, dont la masse varie de centaines de milliers à des milliards de fois celle du Soleil, se trouvent au centre de la plupart des grandes galaxies, voire de toutes. Notre propre Voie lactée possède un trou noir supermassif en son centre. Elle s'appelle Sagittarius A. Sa masse est d'environ 4 millions de soleils. En avril 2019, la collaboration Event Horizon Telescope a publié la première image directe de l'ombre d'un trou noir, non pas Sagittarius A, le trou noir supermassif situé au centre de la galaxie. M87 à 55 millions d'années-lumière. Ce trou noir a une masse d'environ 6 milliards et demi de soleils. Son horizon des événements est plus grand que l'orbite entière de Pluton autour du Soleil. L'image, un anneau lumineux orange et noir, a été réalisée en coordonnant les radiotélescopes répartis sur toute la planète afin de créer un télescope efficace de la taille de la Terre. 3 ans plus tard, en mai 2022, le télescope Event Horizon a publié la première image de Sagittarius A, le trou noir central de notre galaxie. L'image montrait le même type d'anneau lumineux, l'ombre de l'horizon des événements se détachant sur le disque d'accrétion brillant de matière en spirale. Ces images ne sont pas seulement belles, ce sont des confirmations directes de l'existence des trous noirs. Cette courbure de l'espace-temps, suffisamment extrême pour piéger la lumière, est bien réelle. La relativité générale décrit avec précision les environnements gravitationnels les plus extrêmes que nous connaissons. Or, les trous noirs créent une frontière à l'intérieur de l'espace, une région d'où rien ne peut revenir. Cela signifie-t-il que l'espace s'arrête à la singularité à l'intérieur d'un trou noir ? Probablement pas. En ce même sens, nous nous interrogeons sur les limites de l'univers. Mais les trous noirs créent bel et bien une limite locale, une barrière d'information. Une fois que la matière franchit l'horizon des événements, tout ce qui lui arrive à l'intérieur est causalement déconnecté de l'univers extérieur. L'intérieur d'un trou noir est inaccessible, ni en principe, ni même en théorie. Tout ce qui tombe à l'intérieur est perdu pour l'univers extérieur, du moins en apparence. Les travaux de Stephen Hawking dans les années 1970 ont démontré que les trous noirs ne sont pas entièrement noirs. Les effets quantiques font qu'ils rayonnent très lentement, très faiblement. Ce processus, le rayonnement de Hawking, implique que sur une période extrêmement longue, les trous noirs perdent progressivement de la masse et finissent par s'évaporer. Et c'est là que ça devient étrange. Quand un trou noir s'évapore, qu'advient-il des informations concernant tout ce qui y est tombé ? Si le rayonnement de Hawking est totalement aléatoire et ne véhicule aucune information sur ce qui y a pénétré, alors cette information est détruite à jamais. Mais la mécanique quantique affirme que l'information ne peut pas être détruite. Il s'agit du paradoxe de l'information des trous noirs, et c'est l'un des problèmes les plus productifs de la physique théorique depuis 50 ans. La résolution de ce problème, quelle que soit la forme qu'elle prenne, nécessitera probablement une révision fondamentale de notre façon de concevoir l'espace, le temps et l'information. Des travaux récents suggèrent que l'intérieur d'un trou noir pourrait être connecté au rayonnement de Hawking par des structures appelées codes correcteurs d'erreurs quantiques, par des trous de verre dans l'espace-temps ou par une sorte d'encodage holographique où toutes les informations concernant l'intérieur sont en quelque sorte encodées sur l'horizon des événements. Ces idées sont provisoires, mais elles suggèrent que la frontière d'un trou noir n'est pas un mur où l'espace s'arrête. C'est une surface où la relation entre l'espace, l'information et la mécanique quantique devient radicalement différente de tout ce que nous expérimentons à l'extérieur. L'espace ne s'arrête pas à l'horizon des événements, mais la physique change de nature à cet endroit, d'une manière que nous nous efforçons encore de comprendre. Les étoiles elles-mêmes sont, en un sens, le principal moyen par lequel l'univers crée de la complexité. Ce sont les fours où l'hydrogène et l'hélium simple sont transformés en éléments plus lourds. Carbone, oxygène, fer, calcium et phosphore. Tous les éléments du tableau périodique situé au-dessus de l'hélium ont été créés à l'intérieur d'une étoile, lors d'explosions d'étoiles ou lors de fusions violentes d'étoiles à neutrons. Chaque atome de carbone de votre corps a été forgé dans la fournaise nucléaire d'une étoile qui n'existe plus. Cette étoile a vécu sa vie, a consommé tout son hydrogène, s'est transformée en géante, a perdu ses couches externes
et a laissé derrière elle un vestige stellaire, et ce faisant, il a dispersé ces atomes de carbone dans l'espace où ils ont dérivé pendant des millions d'années, se sont joints à d'autres nuages de gaz, ont formé de nouvelles étoiles, de nouveaux systèmes planétaires, et ont finalement fini par se retrouver en vous. La matière dont vous êtes fait a une histoire, ce pas seulement une histoire biologique, une histoire stellaire, une histoire astronomique. Ces atomes se trouvaient à l'intérieur des étoiles. Ils ont été dispersés dans l'espace interstellaire. Ils ont fait partie des nuages moléculaires. Ils ont été incorporés au corps planétaire. Elles ont été transformées par des processus géologiques. Et maintenant, ils sont disposés temporairement selon la configuration spécifique que vous êtes. Compte tenu de ces réflexions, l'univers n'est pas, à proprement parler, seulement le théâtre où se déroule la vie. C'est l'usine qui produit les ingrédients de la vie et le contexte dans lequel la vie a un sens. Ce lien entre la structure à grande échelle de l'univers et l'existence de structures complexes en son sein est plus profond qu'il n'y paraît au premier abord. La platitude de l'univers, que nous mesurons comme étant remarquablement proche de la densité critique, n'est pas qu'un simple fait géométrique. C'est une condition préalable à l'existence des étoiles. Un univers nettement plus dense que le nôtre se serait effondré sur lui-même avant même que les étoiles aient eu le temps de se former et d'exister. Un univers nettement moins dense se serait dilaté trop rapidement pour que la matière s'accumule en amas denses qui deviennent les galaxies et les étoiles. Les constantes qui régissent la physique nucléaire, l'interaction forte et l'interaction électromagnétique, sont fixées à des valeurs qui permettent à l'hydrogène de fusionner en hélium aux températures qui règnent à l'intérieur des noyaux stellaires. Des valeurs légèrement différentes feraient en sorte que les étoiles brûlent différemment, voire pas du tout. La question de savoir si ce réglage fin indique l'existence d'un multivers, d'un principe plus profond que nous n'avons pas encore découvert, ou de quelque chose de totalement différent, est l'une des questions les plus activement débattues en physique théorique. Mais le fait que l'univers possède les propriétés à grande échelle qu'il possède, que l'espace soit aussi vaste, aussi ancien et aussi bien proportionné qu'il l'est, explique en partie pourquoi tout cela. Les étoiles, les planètes, la chimie, la biologie, la question même, est possible. La question de savoir si l'espace a une fin n'est pas dissociable de celle de savoir pourquoi il existe des choses qui peuvent se poser cette question. Ils sont connectés à un niveau que nous ne comprenons pas pleinement. L'expansion de l'univers a été mesurée avec précision pour la première fois par Edwin Hubble dans les années 1920, grâce à des observations de galaxies réalisées avec le télescope Hooker de 2,5 mètres de l'observatoire du mont Wilson en Californie. Hubble a découvert que les galaxies lointaines s'éloignent de nous et que la vitesse de leur éloignement est proportionnelle à leur distance. Une galaxie 2 fois plus éloignée s'éloigne 2 fois plus vite. Cette relation, la loi de Hubble, implique que l'univers est en expansion uniforme, chaque point s'éloignant de tous les autres, sans centre, sans emplacement privilégié. À l'époque, l'hypothèse dominante en cosmologie était que l'univers était statique. La théorie de la relativité générale d'Einstein prédisait que l'univers devait être dynamique, en expansion ou en contraction. Mais Einstein avait introduit un terme dans ses équations, la constante cosmologique, précisément pour produire un univers statique, parce qu'un univers statique semblait physiquement raisonnable. Lorsque les observations de Hubble ont clairement démontré que l'univers était en expansion, Einstein a supprimé la constante cosmologique et l'a qualifiée de sa plus grande erreur. L'expansion mesurée par Hubble n'était pas uniforme, au sens où tout ne se déplaçait pas à la même vitesse. Elle était systématique, dans le sens où la vitesse de récession était proportionnelle à la distance. Tout s'estompe par rapport au reste, comme le motif que l'on observe à la surface d'un ballon qui se gonfle. Chaque point à la surface du ballon s'éloigne de tous les autres points. Aucun point n'est le centre de l'expansion. Et si l'on se demande où a commencé cette expansion, la réponse est partout à la fois. Le Big Bang n'était pas une explosion en un point de l'espace. Il s'agissait d'une expansion de l'espace lui-même, se produisant simultanément partout. Il n'existe aucun lieu précis que l'on puisse désigner et affirmer être l'endroit où le Big Bang a eu lieu. Le Big Bang s'est produit partout, en chaque point existant aujourd'hui dans l'univers observable et au-delà. C'est l'un des aspects conceptuellement les plus difficiles à appréhender en cosmologie moderne.
Nous avons l'habitude de considérer les explosions comme partant d'un point et se propageant vers l'extérieur. Les feux d'artifice, les bombes, voire les explosions stellaires, les supernovas, naissent d'un noyau qui s'effondre et se propage dans l'espace. Mais le Big Bang n'était pas comme ça. C'était l'espace lui-même qui commençait à exister, la musique, et qui commençait immédiatement à s'étendre. Chaque point de cet espace en expansion se trouvait initialement dans le même état initial. Chaud, dense, presque uniforme. Et depuis lors, chaque point s'est éloigné de tous les autres. Il n'y a pas d'extérieur, pas de limite, à partir de laquelle l'expansion se produit vers l'intérieur. L'expansion elle-même se produit en permanence, en tout point et dans toutes les directions. Mesurer cette expansion est l'un des projets centraux de la cosmologie observationnelle moderne. Et les mesures sont devenues si précises que nous avons maintenant identifié une tension dans les résultats. Deux méthodes différentes de mesure du taux d'expansion donnent des résultats légèrement différents. Les mesures du fond diffus cosmologique, à l'aide des données du satellite Planck, donnent une valeur pour le taux d'expansion actuel d'environ 67 km/s par mégaparc. Un mégaparsec dure environ 3,26 millions d'années-lumière, mais des mesures utilisant une méthode différente, basée sur les distances aux galaxies voisines calibrées à l'aide d'étoiles variables appelées céphides et étendues à l'aide de supernovae de type 1A, comme chandelle standard, donnent une valeur d'environ 73 km/s par mégaparc. La différence entre 67 et 73 peut paraître faible, mais les deux mesures sont suffisamment précises pour que l'écart soit statistiquement significatif. On appelle cela la tension de Hubble, et c'est l'un des problèmes les plus activement discutés en cosmologie aujourd'hui. Cela pourrait indiquer une erreur systématique dans l'une des méthodes de mesure qui n'a pas encore été identifiée. Ou cela pourrait indiquer une nouvelle physique, quelque chose qui dépasse le modèle cosmologique standard et qui affecte l'histoire de l'expansion de l'univers d'une manière que le modèle actuel ne permet pas de saisir. Peut-être que l'énergie sombre n'est pas une constante, mais un champ qui évolue avec le temps. Il existe peut-être d'autres particules légères que celles décrites dans le modèle standard de la physique des particules. Personne ne le sait encore. Les tensions liées au télescope Hubble sont l'une des raisons pour lesquelles les cosmologistes ne se reposent pas sur leur laurier. Le modèle fonctionne extraordinairement bien. Et une anomalie persistante à sa périphérie pourrait bien nous révéler quelque chose d'important. L'univers a lui aussi un avenir. Et l'avenir de l'univers est à bien des égards aussi étrange que son origine. Nous en sommes actuellement à environ 13,8 milliards d'années de la histoire cosmique. L'univers se trouve dans ce que les cosmologistes appellent l'ère stellifère, l'âge des étoiles. Des étoiles se forment activement dans tout l'univers. Les galaxies produisent de nouvelles pouponnières d'étoiles à partir de leurs réserves de gaz. Le ciel, quel que soit le point d'observation dans l'univers, est rempli de lumière stellaire. Mais cette époque prendra fin. L'univers n'est pas dans un état stationnaire, ça évolue. La formation des étoiles nécessite du gaz. Le gaz est une ressource limitée. Lorsque les étoiles épuisent leur combustible nucléaire, elles en renvoient une partie dans l'espace interstellaire sous forme de vent stellaire et de explosions. Mais pas la totalité. Une partie se retrouve piégée dans des vestiges stellaires, naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs. Au fil du temps, la réserve de gaz disponible pour la formation de nouvelles étoiles s'épuise. Le taux de formation d'étoiles est déjà en baisse. L'univers formait des étoiles beaucoup plus activement il y a 10 milliards d'années qu'aujourd'hui. Dans un futur lointain, peut-être dans 100 billions d'années, les dernières étoiles s'éteindront. Les naines rouges les plus petites et les plus froides ont la plus longue durée de vie, mais même elles finissent par épuiser leur carburant. Lorsque la dernière naine rouge se refroidira et s'éteindra, l'ère stelliféreuse prendra fin. Ce qui suit est l'ère de la dégénérescence. L'univers sera principalement peuplé de restes stellaires, de naines blanches se refroidissant lentement sur des billions d'années, d'étoiles à neutrons, de trous noirs de toute taille, de la masse stellaire aux monstres supermassifs au centre des galaxies, et de matière noire toujours présente partout, fournissant toujours l'échafaudage gravitationnel, mais sans plus rien à illuminer. L'univers sera sombre, mais pas totalement. Les naines blanches émettent une faible lueur due à leur chaleur résiduelle. Les étoiles à neutrons rayonneront. Il arrive parfois que deux objets compacts entrent en collision
et libèrent une brève explosion d'énergie. Mais l'ampleur de cette luminosité sera incomparablement plus petite que l'ère des étoiles. Sur des échelles de temps encore plus longues, l'ère de la dégénérescence cède la place à l'ère des trous noirs. Les naines blanches et les étoiles à neutrons finissent par se désintégrer par des processus quantiques. Le proton lui-même, s'il est instable comme le prévoient certaines théories, finira par cesser d'exister. La matière telle que nous la connaissons, la matière baryonique ordinaire, disparaîtra. Seuls les trous noirs et les particules insaisissables qui ne se désintègrent pas subsisteront. Et alors prend fin l'ère des trous noirs. Comme l'a démontré Hawking, les trous noirs rayonnent lentement. Les trous noirs les plus massifs mettront un temps presque inconcevablement long à s'évaporer. Un trou noir. La masse de Sagittarius A mettrait environ 10 puissance 97 ans à s'évaporer par rayonnement de Hawking. Un 1 suivi de 97 zéros. Mais finalement, même ces trous noirs colossaux finiront par s'évaporer complètement. Ils se désintégreront en une bouffée de rayonnement de Hawking à mesure qu'ils approcheront une masse nulle. Leurs derniers instants relativement énergiques. Le rayonnement qu'ils émettent se dispersera dans un espace considérablement agrandi. C'est l'ère sombre, l'état final de l'univers tel que la physique actuelle peut le prévoir au mieux. Un espace froid, sombre et immensément étendu, peuplé uniquement par le rayonnement de grandes longueurs d'onde issus de l'évaporation de Hawking, musique et du Big Bang. Peut-être quelques particules élémentaires stables, des électrons et des postétrons tellement dilués que la séparation moyenne entre eux serait immense, température approchant le zéro absolu, l'entropie à son maximum théorique, aucune structure, aucune chimie, aucun gradient, aucun traitement de l'information, juste l'espace, froid et immense, en expansion perpétuelle sous la pression implacable de l'énergie sombre. Ce destin final est parfois appelé musique, la mort thermique de l'univers. Pas la chaleur au sens de la chaleur au sens thermodynamique, entropie maximale, l'état où aucun travail supplémentaire ne peut être effectué, plus aucun gradient d'énergie à exploiter, et l'expansion se poursuit sans fin, devenant plus grande, plus froide et plus diluée, sans limite. La réalisation effective de ce phénomène dépend de la validité de nos modèles physiques actuels sur ces échelles de temps. Ce n'est peut-être pas le cas. L'énergie sombre pourrait évoluer avec le temps. De nouvelles physiques pourraient intervenir. Le proton pourrait ne pas se désintégrer. Le rayonnement de Hawking pourrait fonctionner différemment de ce que nous pensons. Mais d'après ce que nous savons actuellement, l'univers se dirige vers quelque chose de très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et cet état futur, froid, sombre, immense et en expansion perpétuelle, constitue en lui-même une sorte de réponse à la question de savoir si l'espace a une fin. L'espace, dans ce futur lointain, sera infiniment plus vaste qu'il ne l'est aujourd'hui et continuera de s'étendre. L'espace-temps, dans son état final, serait géométriquement illimité dans toutes les directions. Un espace infini, froid et presque vide, ne contenant plus rien qui puisse susciter la question de ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Il est important de s'arrêter un instant pour réfléchir à ce que signifie le fait que nous puissions raisonner sur tout cela. Nous vivons sur une petite planète rocheuse, orbitant autour d'une étoile ordinaire située dans le disque externe d'une galaxie spirale de taille moyenne, elle-même l'une des 1000 milliards de galaxies spirales existantes. Nous sommes faits d'atomes forgés lors des dernières explosions d'étoiles qui n'existent plus. Nous sommes capables de raisonnement abstrait depuis tout au plus quelques centaines de milliers d'années. Nous pratiquons la science de manière systématique depuis environ 500 ans. Nous n'avons accès aux instruments modernes, aux télescopes capables de détecter le fond diffus cosmologique que depuis une cinquantaine d'années. Et pendant ce temps, nous avons déterminé l'âge de l'univers, sa composition, la géométrie de l'espace à très grande échelle, l'origine des structures cosmiques, l'existence et les propriétés de la matière noire et de l'énergie noire, ainsi que la physique des 3 premières minutes après le Big Bang. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Nous avons visualisé des trous noirs. Nous avons élaboré un modèle cosmologique qui prédit avec une précision remarquable la structure à grande échelle de l'univers observable. C'est l'un des aspects les plus étranges de la situation actuelle. Nous sommes très petits, très récents, très locaux,
Et pourtant, nous y arrivons. Nous pouvons prélever quelques milliards de photons d'une lueur vieille de 13 milliards d'années, analyser leurs fluctuations de température à une fraction sur 100 000 près et en déduire l'âge et la géométrie de l'univers observable tout entier. Il n'y a aucune raison évidente pour que cela fonctionne. Il n'y a aucune raison que l'univers soit compréhensible pour des créatures qui ont évolué pour gérer les relations sociales au sein de petits groupes. Et pourtant, ce sont les équations de la relativité générale, écrites en 1915 par Einstein, sans aucune donnée sur le fond diffus cosmologique, ni sur la structure à grande échelle de l'univers, qui s'avère décrire les deux avec une précision extraordinaire. La mécanique quantique, développée dans les années 1920 pour expliquer le comportement atomique, s'avère avoir des implications pour l'énergie du vide spatial et l'origine de la structure cosmique. Les mathématiques que nous avons inventées pour décrire les choses que nous pouvions voir et toucher s'avèrent fonctionner dans des régimes que nous n'aurions pas pu imaginer. Ce n'est pas garanti. Il n'y a aucune nécessité logique pour que l'univers soit ordonné d'une manière que nos mathématiques peuvent appréhender. Et pourtant, c'est le cas. L'univers, à ses niveaux les plus profonds, est mathématique. Sa structure est décrite par des équations. Son comportement est régi par des lois. Et ces lois sont les mêmes partout où l'on regarde. Les mêmes lois physiques qui régissent l'électron de votre téléphone régissent les électrons des galaxies situées à des milliards d'années-lumière. La même gravité qui maintient la Terre sur son orbite maintient les amas de galaxies ensemble. Les mêmes principes physiques nucléaires qui alimentent notre Soleil alimentent également toutes les autres étoiles. L'univers est remarquablement uniforme, non seulement dans son contenu mais aussi dans ses lois, et cette uniformité fait partie de ce qui confère à la cosmologie sa puissance. Nous pouvons faire des observations ici et tirer des conclusions à propos de là. Nous pouvons mesurer le rayonnement de fond cosmique et en apprendre davantage sur le Big Bang. Nous pouvons détecter les ondes gravitationnelles provenant de la fusion de trous noirs situés à 1 milliard d'années-lumière et confirmer les prédictions de la relativité générale dans des régimes qu'Einstein n'avait jamais imaginés. C'est le don que nous offre l'uniformité des lois physiques, la capacité d'étudier l'univers depuis une position fixe et d'en apprendre malgré tout sur l'ensemble. Il y a un autre concept qui mérite d'être exploré attentivement. Il s'agit de la proposition sans frontières, développée par Stephen Hawking et James Hartle en 1983. C'est une tentative pour répondre à la question de ce qui s'est passé avant le Big Bang, ou plus précisément pour dissoudre cette question. En physique ordinaire, le temps est une dimension. Il s'étend du passé au futur. Vous pouvez demander ce qui s'est passé à n'importe quel moment, avant ou après. Dans le modèle cosmologique standard, le Big Bang a marqué le début du temps lui-même. Cela soulève une question évidente. Que s'est-il passé avant le début du temps? La question semble urgente, mais elle pose un problème de logique. Si le temps n'existait pas avant le Big Bang, alors le « avant » n'a aucun sens. Avant est un concept temporel. Sans temps, il n'y a pas d'avant. Hawking et Hartle ont tenté de le préciser en utilisant la cosmologie quantique. Ils ont appliqué les principes de la mécanique quantique à l'univers dans son ensemble, y compris à l'espace-temps lui-même. En mécanique quantique ordinaire, on peut s'interroger sur l'état quantique d'une particule. Quelle est la probabilité de le trouver à une position donnée? Hawking et Hartle se sont demandé quel est l'état quantique de l'univers? Quelle est la distribution de probabilités pour différentes géométries possibles de l'espace-temps? La réponse qu'ils ont trouvée était frappante. Dans le régime quantique proche de l'origine de l'univers, le temps ne se comporte pas comme une dimension ayant un commencement. Elle se comporte plutôt comme une dimension spatiale. Elle prend une forme arrondie, comme une sphère. Sur une sphère, le pôle Nord est un point parfaitement ordinaire. Il ne se passe rien de spécial là-bas. Mais si vous essayez d'aller plus au nord que le pôle Nord, vous ne pouvez pas. Non pas à cause d'un mur, mais parce que plus au nord n'est pas une direction qui existe. Le pôle Nord marque la limite de la direction nord, mais c'est une limite continue. La géométrie ne présente pas d'arête vive. Elle ne possède pas de singularité. Ça arrondit tout simplement. Hawking et Hartle ont proposé que le début du temps soit ainsi. Dans leur modèle, la singularité du Big Bang est remplacée par une géométrie quantique lisse où le temps devient spatial. Il n'y a pas d'instant avant le commencement. Non pas parce qu'il existe une barrière impénétrable, mais parce que la géométrie ne permet pas de répondre à la question.
Le temps et l'espace perdent leur caractère distinct près de l'origine. Et demander ce qui s'est passé avant, c'est comme demander ce qui se trouve au sud du pôle sud. Ce n'est pas une question qui a de réponse, non pas parce que nous n'avons pas encore exploré cette région, mais parce que la géométrie ne produit tout simplement pas de direction appelée plus en arrière. La proposition d'absence de frontières est controversée. Il formule des prédictions spécifiques concernant le schéma des fluctuations de température dans le fond diffus cosmologique, des prédictions qui ont fait l'objet de débats. Cela nécessite la gravité quantique, une théorie dont nous ne disposons pas encore sous sa forme complète. Mais cela représente une tentative d'accomplir quelque chose d'important. Aborder la question de ce qui se trouve au-delà des limites du temps et montrer que le concept de limite peut ne pas s'appliquer. Que la question présuppose un cadre, un point de départ tranché avec quelque chose de l'autre côté, que la physique ne soutient pas. La même démarche pourrait s'appliquer à l'espace. La question est, où s'arrête l'espace? À suppose que l'espace est le genre de chose qui peut avoir une fin, une limite, un bord de l'autre côté duquel se trouve autre chose. Mais si l'espace est émergent, s'il découle d'une structure quantique plus profonde, qui ne possède pas le même type de géométrie, alors la question pourrait se dissoudre plutôt que d'être résolue. Ce n'est pas ici la limite de l'espace. Mais la notion de bord ne s'applique pas à l'espace à ce niveau de description. D'un point de vue philosophique, c'est insatisfaisant. Nous voulions un emplacement, un numéro, une distance. C'est ici que ça se termine. Au lieu de cela, la musique nous amène à une question qui présuppose quelque chose sur la nature de l'espace qui pourrait ne pas être vrai, mais qui est aussi profondément honnête. Cela signifie que la réalité ne se conforme pas toujours aux formes que notre intuition nous tend à percevoir, que la carte de nos attentes ne correspond parfois pas au territoire et que découvrir où la carte échoue est en soi l'une des choses les plus précieuses que la science musicale puisse faire. Il existe un domaine expérimental spécifique qui permet de mettre en lumière certains de ces aspects. La recherche des ondes gravitationnelles primordiales dans l'univers très primitif. Durant l'inflation, les fluctuations quantiques du champ inflationnaire ont créé des ondulations dans l'espace-temps lui-même. Ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles primordiales auraient imprimé une empreinte spécifique sur le fond diffus cosmologique, un motif appelé polarisation de Bode. Détecter une polarisation de mode B à partir d'ondes gravitationnelles primordiales constituerait une preuve directe que l'inflation a eu lieu. Cela nous donnerait des informations musicales sur l'échelle énergétique de l'inflation. L'énergie déployée par le processus inflationniste, à son tour, contraint les modèles d'inflation et nous aide à distinguer les différentes théories sur ce qui l'a déclenché et sur ce qui s'est passé à ses tout premiers instants. En mars 2014, une équipe utilisant un télescope situé au pôle sud appelé BICEP 2 a annoncé avoir détecté un tel signal. La communauté scientifique a réagi avec un enthousiasme immense. Si elle était confirmée, ce serait l'une des découvertes les plus importantes en cosmologie. Preuve directe de l'inflation, preuve directe des ondes gravitationnelles dès la première fraction de seconde de l'univers. Puis vint la réévaluation prudente. Le signal détecté par BICEP 2 s'est avéré cohérent avec une émission polarisée provenant de poussière située à l'intérieur de notre propre galaxie. La contamination par la poussière n'avait pas été entièrement prise en compte. Le signal primordial, s'il était présent, la musique, était caché sous le signal de poussière. L'enthousiasme s'est estompé, mais les recherches se poursuivent. Des instruments plus sensibles, de meilleures cartes de poussière, de meilleures techniques d'analyse. La frontière actuelle est constituée d'une génération d'expériences comprenant le réseau BIS, l'Observatoire Simon et l'expérience CMBB S4 prévue. Une étude à grande échelle du fond diffus cosmologique impliquant de nombreux télescopes fonctionnant ensemble. Si l'inflation s'est produite aux échelles d'énergie les plus probables selon la théorie actuelle, ces expériences pourraient détecter le signal du mode B. Dans le cas contraire, cela restreint considérablement les modèles d'inflation. Et s'ils le détectent, nous aurons confirmé un processus qui s'est produit durant les 10 puissances, 32 premières secondes de l'histoire de l'univers, à des énergies que nous ne pourrons jamais recréer dans un accélérateur de particules. Nous allons lire le récit du premier instant de l'existence du temps spatial, encodé dans la polarisation de la lumière qui a voyagé pendant 13,8 milliards d'années. Voici ce que la cosmologie moderne peut faire. Il peut remonter jusqu'aux origines
et en extraire des informations. Et les informations qu'elles révèlent répondent directement aux questions que nous nous sommes posées ce soir sur la formation de l'espace, sur les causes de son expansion initiale, sur la question de savoir si cette expansion se poursuit ailleurs, si l'univers que nous observons est l'un des nombreux univers existants, et si l'espace a une fin. Revenons à notre point de départ, le ciel nocturne. 5000 étoiles visibles à l'œil nu. Chacun d'eux est un soleil. Beaucoup d'entre eux possèdent des planètes. Certaines de ces planètes sont probablement rocheuses et leurs températures sont probablement adéquates pour la présence d'eau liquide. Nous ne savons pas lesquelles. Nous ignorons si l'un d'eux abrite la vie, mais nous savons que les ingrédients sont communs. Eau, carbone, azote, phosphore. La chimie fondamentale du vivant est constituée des éléments les plus communs de l'univers. Et les conditions qui permettent à cette chimie d'opérer, l'eau liquide, les gradients d'énergie, la diversité chimique, ne sont évidemment pas rares. L'univers a créé ici au moins un lieu où tout cela s'est conjugué, où la chimie a fait le lien avec la biologie, là où la biologie a fait le lien avec la conscience, là où la conscience a basculé vers la curiosité, à la capacité de lever les yeux au ciel et de s'émerveiller, construire des instruments et des théories, et pousser l'émerveillement jusqu'aux limites de ce que nous pouvons détecter. Et puis un peu plus loin, sur le terrain de l'inférence et de l'extrapolation, pour aborder la question de la fin de l'espace et accepter la réponse honnête. Nous ne savons pas. Mais nous en avons appris suffisamment pour comprendre pourquoi c'est difficile. Nous en avons appris suffisamment pour formuler correctement la question, pour comprendre la différence entre la limite observable et la limite physique possible, pour comprendre ce qu'implique l'inflation, pour comprendre ce que la géométrie de l'espace signifie pour la question des fins. Comprendre que la question peut se dissoudre au niveau de la gravité quantique en quelque chose qui n'a pas les contours nets que notre intuition recherche. C'est un progrès, de véritables progrès. Même si la réponse est encore incomplète, l'univers n'est pas obligé d'être compréhensible. Il n'existe aucune règle stipulant que les questions que nous posons doivent avoir des réponses auxquelles nous pouvons accéder. Et pourtant, de manière constante, l'univers s'est révélé plus compréhensible que nous n'aurions pu l'espérer. Pas simple, pas facile, mais compréhensible, avec suffisamment de patience, d'instruments, de mathématiques et de volonté de suivre les équations où qu'elles mènent, la structure du cosmos se révèle. Elle dévoile ses secrets. Une mesure à la fois, une observation à la fois, une équation à la fois. La question de savoir si l'espace a une fin est l'une des plus anciennes questions que se soient posées les humains. Et la réponse que nous avons élaborée au fil des siècles d'observation et de théorie est que l'espace, la musique, d'après ce que nous pouvons en juger, ne s'arrête pas. Elle s'étend dans toutes les directions sans limite observable, sans mécanisme physique connu qui l'obligerait à s'arrêter, et sans aucune donnée indiquant une frontière. Il peut être infini. Elle peut être finie mais sans bord. Elle peut être tellement plus vaste que ce que nous pouvons observer que la distinction devient pratiquement insignifiante. Mais cela ne se termine pas comme on l'imagine. Pas de mur, pas de mur, pas de bord. Pas de ligne que l'on puisse franchir pour sombrer dans le néant. Juste de l'espace, vaste et en expansion, et d'après ce que nous pouvons constater, sans fin. Alors, ce soir, quand vous sortirez et que vous lèverez les yeux vers le ciel, essayez de garder deux choses à l'esprit en même temps. Le ciel est fini. La bulle d'espace d'où la lumière peut vous parvenir à un rayon précis d'environ 46 milliards d'années-lumière. Tout ce qui se trouve dans cette bulle a un âge fini, une taille finie, une histoire finie. Nous pouvons le cartographier. Nous sommes en train de le cartographier. Et en même temps, au-delà de cette bulle, selon toute vraisemblance, l'espace se poursuit à l'infini. Pas de mur, pas de mur, pas de frontières, pas de limites. Encore une fois, ce que vous voyez sans cesse. Plus de galaxies, plus d'étoiles, plus de poussière, de gaz, de matière noire, d'énergie sombre et de fluctuations quantiques s'étendant à l'infini dans toutes les directions où l'on pourrait regarder. Vous êtes plongé dans quelque chose qui, d'après les lois de la physique, ne s'arrête tout simplement jamais. Pas avant que l'univers ne se refroidisse et ne s'assombrisse, et que l'entropie n'atteigne son maximum. Pas dans l'espace, quelle que soit la direction que vous choisissiez de prendre, non pas dans la structure profonde du vide quantique qui observe avec activité chaque point du cosmos de manière égale, d'ici jusqu'à ce qui n'a pas de limite. L'univers, d'après ce que nous pouvons en juger, n'a pas de fin.
Cela continue sans cesse dans toutes les directions, à toutes les échelles, à tous les niveaux de description que nous avons atteints jusqu'à présent. Voilà la réponse. Ce n'est pas une réponse confortable, ce n'est pas une réponse définitive, mais c'est la réponse la plus honnête que la physique puisse actuellement donner. Et la prochaine fois que vous regarderez une étoile, souvenez-vous que la lumière qui atteint vos yeux a quitté cette étoile il y a des années, des siècles ou des millénaires, et qu'elle a voyagé à travers un espace dont on ne connaît pas les limites. Un espace qui existe tout simplement dans toutes les directions, sans limite. Voilà l'univers dans lequel tu vis. Voilà l'espace où tu flottes en ce moment, immense au-delà de toute notion d'immensité avec laquelle vous êtes arrivé ici, vieux au-delà de toute intuition de l'âge, et, à ce que l'on sache, sans fin. Bonne nuit.